Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être là. Il est 19h27. On est en direct, bien entendu. C'est la tribu de... Baba. Ah, il y a un coup de cœur de Géraldine Maillet. Oui. Tiens, après moi, j'aurai également un coup de cœur de Cyril Hanouna. Très bien. C'est moi-même. Sur un coup de cœur, on verra. Sur un animateur de TF1. Oh, Eh ouais. bien. Pas mal. Ça commence par un A. Ah, Ça finit par un UR. ah oui. Petite indication. Difficile. Ça n'est pas Nagur. Non. D'accord. Ça n'est pas non plus Nicure. Merci. Oui, alors. Alors moi j'ai un triple coup de cœur. Alors Non, vraiment, triple coup de cœur. Ouais, parce qu'en Mais, fait. c'est parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Exactement. Le premier coup de cœur, c'est évidemment Monsieur Ménard qui avait refusé de marier un homme sous OQTF, puis Xavier Bertrand qui lui a donné raison aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'est très bien, ça va dans le bon sens, mais moi j'ai enfin un coup de cœur pour Tiffaine Auzière parce que je voudrais comprendre en fait. Moi en tant que citoyenne, je trouve ça bien qu'on refuse le mariage à un OQTF. Et visiblement, c'est hors la loi. Donc je voudrais comprendre comment la justice, l'amour et tout ça, le droit protège la France. Alors déjà, merci d'être là, Tiffaine Auzière. Donc alors, c'est un spécial Saint-Valentin aujourd'hui ? Spécial Saint-Valentin. Voilà. D'accord. On parlera du mariage, effectivement, de l'affaire Robert Ménard dedans. Bah, on peut en parler. Ah oui. Alors peut-être juste, est-ce que vous avez une petite idée du nombre de mariages qu'on célèbre chaque année, ce qu'il y a eu en 2024 ? Oula. Les mariages en 2024. On compte Gilles Verdez et Fatou ? Il n'y en a pas eu plus qu'en 2023. On n'est pas très loin de 250 000, il y en a eu plus en 2024. Vous êtes à 200 000 sur le Pax et en comparaison avec les fréquentations sur les sites de rencontres, Ça doit être beaucoup moins. c'est 2 millions de visiteurs par jour. Oh, oui. 2 millions de visiteurs Dont par des jour. gens mariés, d'ailleurs. Ça, je l'ai pas. Ah oui, ils sont mariés sur les sites de rencontres. Ah oui, évidemment. Ah, bravo Daniel. Et donc l'idée, c'était effectivement avant la Saint-Valentin de vous faire quelques points sur ce qui peut se passer en droit. Déjà, par exemple, sur les fiançailles, si je commence par là. Est-ce que vous savez que toute donation qui est faite dans le cadre des fiançailles est révoquée si le mariage n'a pas lieu? Et donc, avez-vous une idée de ce qui se passe? Parce que c'est la question qui est Ça veut posée. dire si on aujourd'hui. offre une bague à quelqu'un Pour la bague de fiançailles, voilà. et que ça se fait pas, Ouais. elle a le droit de nous la redonner? Alors, pas forcément. Quel est le principe à votre avis? Eh oui. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, Forcément. Le principe, c'est que je crois savoir, enfin, je sais parce que moi, ça je m'est suis pas ta arrivé. meuf, moi. Hein. Ah, pardon. Moi, ça m'est arrivé, donc Le je. fournisseur. Pas de mariage, ça fait 40 ans. Alors, C'est plutôt une question, je crois que c'est une question de savoir-vivre. Je crois que la fille propose au fiancé de lui rendre la bague et le fiancé dit pour l'amitié, pour qu'on reste amis et pour les bons moments qu'on a passés ensemble, je te la laisse, je te garde là, on te gage d'amitié. Quoi. Ça, c'est le monde des bisounours. alors, je pense qu'il y a... Ah, oui, ça existe. moi, j'aurais fait ça. Vous, oui, bien, mais c'est vous le êtes principe. élégant. Mais... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont quand même devant le juge, puisque ça se passe pas tout à fait comme ça. Et en fait, ça dépend de deux choses. Un, l'origine. Si c'est un bijou de famille, Ouais, c'est ça. alors ça doit Un être... bijou de famille, il n'y aura pas bijou bien de de famille. tout à l'heure. Il ne peut pas les rendre. J'aurais dû le formuler autrement. Et après, ça dépend de la valeur de la bague. C'est-à-dire que si c'est une bague qui n'a pas une forte valeur, eh bien celui qui l'a reçue en cadeau peut la garder. Et après, si c'est une bague qui a une forte valeur, on va apprécier selon les ressources de celui qui l'a offert. Il faut que ce soit proportionné aux ressources. Ok. Si c'est proportionné, celui qui l'a reçu la garde. Si c'est disproportionné, il faut la rendre. Gilles, tu gardes la bague. Mais il n'y a pas de rapport avec qui rompt les fiançailles. Parce que Non. si c'est celui qui offre la bague qui rompt les fiançailles, ben, elle la garde, la bague. Bah oui. Ah non, ça n'a rien, aucun Non, rapport. aucun Alors, rapport. moi, je connais une célèbre animatrice qui a rompu. Le garçon qui était en position défavorable financièrement, elle lui a demandé « Est-ce que tu peux me rendre la bague de famille ?» Elle a refusé avec hauteur. Elle a gardé la bague et il n'a rien pu faire. Comme quoi, il y a de belles balades dans la région. C'est magnifique. Du coup, j'ai... Alors, Est-ce que le Pax protège aussi bien que le mariage? Oui, après, il y a des dispositions particulières qui sont faites, notamment avec, en général, les gens vont chez le notaire pour qu'il y ait des testaments qui soient faits en plus. Mais du coup, sur le mariage, puisque vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que vous savez déjà les conditions pour pouvoir se marier? pour pouvoir Faut se pas marier, déjà être il marié. faut avoir de l'amour. Pas une bigame, Être déjà. majeur. Pas de bigamie et il faut qu'il y ait consentement. Alors, ça paraît tout bête, mais être majeur. Sinon, il faut demander l'autorisation au procureur qui peut, selon des circonstances exceptionnelles, type une grossesse, l'autoriser, ou un des parents. Ensuite, Avoir des papiers. il ne faut pas avoir de lien de parenté. Ah, On ne ouais, marie pas avec ses Ah, merde. cousins, ses Ah, merde. cousines. Il y a des degrés, non? Ah, ouais, Non, on se marie pas avec un lien, et le lien de parenté et un consentement libre c'est con et parce que- éclairé.
C'est con parce que moi je m'appelais Morini Bosque en fait. Et donc, dans ces conditions, si ces conditions ne sont pas respectées, les mariages peuvent être annulés. Et il y a notamment, Géraldine, le cas que vous visiez tout à l'heure, l'intention maritale. C'est-à-dire si les époux se marient pour une autre raison que celle d'un pur amour ou d'une envie de se marier. Et le cas, justement, que vous évoquiez, c'était Robert Ménard qui a refusé de célébrer un mariage puisque c'était une Française avec un Algérien qui était sous OQTF. Et il a mis en doute l'intention réelle du mariage. Il passe en jugement le 18 février pour voir si effectivement il était en capacité ou pas de s'opposer à la réalisation du mariage, sachant qu'en général c'est plutôt un mariage qui a lieu et si on le conteste, ensuite on saisit le juge pour en demander l'annulation. Et lui, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas l'avoir célébré. Voilà. Et selon vous, il a des chances de gagner? Alors je pense que comme, à mon avis, il aurait mieux fallu que le mariage soit célébré et d'en demander l'annulation en disant je doute de l'intention réelle du mariage et l'intention matrimoniale. Il risque 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Quand même. C'est quand même incroyable. Ça paraît fou. J'ai une question à fidélité. Est-ce que... Merci. Non mais j'ai l'impression que dans les divorces en général, et c'est plutôt bien, la justice protège plutôt les femmes, ce qui est une bonne chose. En revanche, si une femme trompe son mari, peut-elle prétendre à une pension? Alors, je vais y venir sur la question déjà. Excuse-moi. Quoi? Gilles est là. Hein. Bah non, mais c'est Non, je te dis, non mais voilà. parce que je crois avoir oui, mais entendu Gilles est ça. là. Parce que C'est bon, auquel cas, c'est une grande injustice. Parce que si une femme trompe son mari et que le mari la quitte, ou même qu'elle part en trompant son mari et que le mari doit lui verser une pension, je trouve ça assez injuste. Alors, j'allais venir sur ces sujets-là, justement. Déjà, la question, est-ce que vous faites la différence entre l'annulation d'un mariage et le divorce? Ah oui, annulation, c'est une raison judiciaire. L'annulation, c'est que le mariage n'a jamais existé. Oui. Le divorce, c'est qu'on acte qu'il a existé, mais qu'il y a un divorce. On parlait de la mairie. Et pour demander l'annulation, alors est-ce que, je vous disais tout à l'heure, il faut avoir un consentement libre et éclairé. Mais donc, ça veut dire qu'on peut évoquer une erreur à l'appui de son consentement pour dire je me suis trompée, si j'avais su, je ne me serais pas mariée. Je vais vous donner quelques idées de décision. Vous allez me dire si pour vous, ça a été considéré comme une erreur. On peut considérer ça comme un quiz? Oui. Est-ce que le fait d'ignorer la qualité de divorcer de la personne avec qui on se marie, ça justifie d'une erreur qui permet de demander l'annulation? Ah bah oui, Ah oui, à coup sûr. S'il l'a pas dit. Alors moi, Moi, j'ai même pas compris la question. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui vous a pas dit qu'il était déjà divorcé, est-ce que ça justifie d'annuler le mariage? Non, oui. Ça peut coller avec des ça convictions religieuses. va. Alors le tribunal a dit oui. J'allais le dire. Il n'y a pas péril en la demande. Oui, il n'y a pas d'ordre. Ah bah, Si la Non, mais il y a des gens personne, pour qui c'est un péché. si la personne avec qui vous vous mariez ne vous a pas dit qu'elle était inapte à avoir des relations sexuelles. ah bah oui. Ah, Ah bah si, C'est ce qui est arrivé à Daniel. Hein. Ah bah oui, là oui. Il était apte avec d'autres personnes, mais... Non, mais Gilles Verdez. Alors, mais si. Si vous ignorez le passé pénal, Oui. c'est-à-dire les condamnations pénales de l'époux. bah oui aussi. Quelles que soient les condamnations. Non. Effacé ou pas? Non. Non. Parce que le casier judiciaire, c'est pas public, je dirais non. Ça a été considéré comme effectivement je dirais une oui. erreur. Si on a Non, mal c'est une parlé, erreur. si on a mal parlé à un député, il faut l'annoncer. Et la dernière chose, parce que vous parliez tout à l'heure de la question de la tromperie, c'est le cas par exemple d'une femme qui évoque qu'elle a une relation pendant 7 ans avec quelqu'un et puis elle découvre une tromperie jusqu'à la veille du mariage. Est-ce que là, pour vous, c'est une erreur qui justifie l'annulation? Bah oui. Non. Non, peut-être pas en droit. C'est Le moral, juge a dit Ça que dépend non. s'il y a eu papa dans ma Sur banque. le... Pas avant le mariage. Le juge a considéré que non, c'était pas une erreur. Et donc pour répondre à votre question ensuite, Ah, je c'était pas une viendrai. erreur. C'est pas une erreur. Bah non. Ça Ça passe. Méthode. En droit. C'est un juge du Sud. Non. C'est un moment d'égarement. C'était pas une... Et pour votre question sur tout à l'heure, la faute, j'en parlerai dans le divorce sur la faute, non, ça n'enlève pas les indemnités qui sont les indemnités Double peine. liées notamment à la prestation compensatoire. Ça peut juste ouvrir droit à un divorce pour faute avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sous réserve de justifier de son préjudice. Ok. Tu vas cracher. Ah, ça existe encore le divorce pour faute? Alors le divorce pour faute, ça existe encore. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'adultère, pour vous, ça constitue encore un délit? Est-ce que ça peut être... Non. C'est à Jean-Michel Maire que vous avez posé cette question? On est en 2025, hein, wake up. Un délit non. on se Le détend. divorce pour faute, je ne suis sincèrement pas sûr du tout. Alors moi, je c'est suis un pas motif, sûre. si, c'est parce Je que sais là, pas, on la je- pose souvent la question, c'est un motif de divorce pour faute, à partir du moment où ça ne faisait pas partie d'un accord commun entre les époux. Sinon là, ils ne peuvent pas l'avoquer. Et pour vous, est-ce que l'adultère, c'est forcément l'existence de relations sexuelles? Non. Bah oui. Les messages. Ça dépend ce que vous définissez comme Bah relation oui, sexuelle. les déjà. écrits, Dans les écrits.
Alors le tribunal a aubergines, considéré qu'il peut y avoir les aubergines, en tout cas le tribunal a considéré qu'un récit épistolaire appuyé avec des conversations téléphoniques. Ça compte. Hein. On peut plonger pour une aubergine. Moi, J'ai j'arrête. entendu parler de l'aubergine. c'est vrai qu'on peut plonger pour une J'étais en aubergine. mode avion. Oui. En mode avion. Je te dis, hein. Insupportable. Et est-ce que le devoir conjugal existe toujours? Bien sûr. Alors justement le devoir conjugal, c'est intéressant, il vient d'avoir très une condamnation de investi la sur la France. question. Si, il y a une condamnation de la France qui vient d'être faite là en janvier 2025, puisque une femme avait été condamnée de divorce pour faute parce que son mari lui reprochait l'absence de relations sexuelles. C'est validé par la Cour de cassation et la Cour européenne a condamné la France en disant vous ne pouvez pas inclure dans le devoir conjugal l'obligation d'avoir des relations sexuelles parce que c'est contre la liberté de chacun de disposer de son corps, c'est contre le cadence. consentement éclairé et donc la France a été condamnée. Et c'est dans le prolongement, vous avez eu une loi en 2006, je crois, qui avait reconnu notamment le viol entre épouses, ce qui n'était pas le cas avant 2006. Et est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Moi, Ah oui, oui, oui. A priori, oui. Alors en fait, J'ai pas eu ça grâce à l'anatomie, mais bon, a priori, oui. J'ai un copain qui rentre crevé J'ai un le copain qui... Oui, qui rentre crevé le soir, et elle, qui ne travaille pas, considère que s'il ne l'honore pas, eh ben, elle est gravement diminuée à ses yeux. Ben, lui aussi, il peut plaider en disant moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de baiser le soir. Mais oh, ça va pas, la mamie, là. Eh, mamie, non, ça, tu enlèves ton dentier, tu sors. Rien à la foutre. Le soir. Tu retires ton dentier, tu sors. Rien à la foutre. Alors, la liberté de disposer de son corps s'applique insupportable. aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Excusez-la, Par contre, madame. là où ça change sur les hommes et les femmes, c'est que par exemple, depuis 65, les femmes maintenant peuvent ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. Ah bon? Ah ouais? C'était pas le cas jusqu'alors. J'avais été marié. Il est con. 65 seulement. Et le délit d'adultère, on en parlait tout à l'heure, il s'appliquait au départ aux femmes et pas aux hommes. Ouais. Incroyable. Donc il y a quand même, il y a eu quelques différences dans le droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, s'il vous plaît, où? Non, mais bon, il y a des gens qui nous Vous regardent. parlez à Raymond? Non, à vous. Ah non, à Ça moi. va pas ce langage, là? Non, mais où? Non, C'est quoi, ça? le mot m'a échappé à force de vous entendre tous. Ah, non. Oh, là, là, là. C'est bien notre faute. Et est-ce que vous savez peut-être le nombre de divorces? Est-ce que vous avez une idée? Le nombre de divorces? Pourcentage 46%. 46. 120 000. 46. Il y en aura. Alors c'est 45% de divorces, 1 sur 2. 75% initiés par les femmes. Ouais, c'est ça. Et 1 sur 2 chez Et les la journalistes. durée moyenne, c'est 15 ans, avec un risque qui devient considéré comme accru à partir de 5 ans. 15 ans, c'est énorme. Ouais. Ah, Je sais pas, Christian. 15 ans, c'est très À long. partir Au bout de 5 ans, il y a un pic. Hein, ça ça, commence à Au bout de 5 ans, Donc, à 7 ans, selon on les passe à la- statistiques, on passe sur un risque grave. Du coup, en fait, il y a un deuxième pic à 20 ans, si on est logique. Qu'est-ce qu'il dit, là? S'il y a un toujours, pic à c'est 5 ans, voilà. Non, Il mais- chuchote, lui, dans l'émission. Et alors, Il adore petit, Thomas, j'avais il veut entendu déranger 1 sur personne. Il croit qu'il est dans une bibliothèque. 1 sur 2 à Paris. Non, je disais juste, si la moyenne est à 15 et qu'il y a un pic à 5, ça veut Oh dire là là. logiquement qu'il y a aussi Ah un oui, il est pic à 20. INSEE, lui. Ouais, Donc ça veut dire que voilà, il y a... Oui, mais bon, c'est bon. Mais il y a Qui des divorcé professions Qui a où il y en a divorcé plus. ici? Pas moi. Jean-Michel, Ah ouais, Thomas, quand même. Gilles, Marié. Géraldine. Ouais, Bon, bah. ça fait ça, 40%. Ah, ça n'a pas tenu 15 ans, 2 ans, moi. Et alors, Gilles Vernet, vous avez donc redivorcé une deuxième fois? Ah bah non. Il est pas Elle marié. dit qui a divorcé, j'ai divorcé. Oui, une fois. vous allez divorcer une deuxième fois. Elle n'est pas mariée? Il est Pas Elle marié. va se marier avec Fatou. J'espère. Vous pensez que je vais redivorcer? Bah oui, Merci, mais je vois pas d'issue heureuse à cette affaire. je suis vraiment trompé, votre mais amitié m'honore. Ah oui, non, mais je vous le dis. Vous étiez mariés, vous? Oui, j'étais mariée. Avec qui? Bah, le père de ma fille. Ah Mon ouais mari, du coup, mon ex-mari. Non, c'est pas vrai. Ouais. Combien de temps? J'ai été mariée 10 ans. Non. Ouais. Vous l'avez connu où? Je l'ai connu au sport. Au sport? Vous Ouais. faites du sport, vous? Bah, de temps en temps. Vous faites quoi? Du tennis, un peu vite fait. Ah oui, vous l'avez connu au tennis? Ouais. Ah, d'accord. Et alors, il avait un beau manche? Raquette, quoi. Mange de raquette. Il jouait pas mal, ouais. C'est vrai, il jouait pas. Ouais. Il jouait combien? Il était 15 ou 5-6, je On crois. nous a pas Ah ouais, fait quand le même. cliché du prof de tennis, quand même. Non, non, il était pas proche. Ouais, moi, j'étais prof de tennis. Hein. C'est pas pareil, là, on parle Donc, c'est s'il te de plaît, niveau. tu descends, quand même. C'est bon. Bah, ouais. Et quoi, vous avez craqué, genre, comme ça? Non, je crois que c'est lui qui a craqué. Oh, Oh, le melon. Oh. Bah, et Isabelle, je me rappelle, son premier mec,
Elle l'a trouvée dans une grotte. Hibernatus. Et qui n'était pas la mienne. Et Titiane, est-ce que ça marche, vous savez, comme dans les films, on voit, est-ce que quelqu'un a s'opposé à ce mariage et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève en disant Moi, non, je le moi ferais, je veux pas Moi, pour je le telle ou ferais. telle Moi, je le raison. Est-ce que ça peut invalider un mariage? Est-ce que ça crée un... Alors, en général, ça se fait avant puisque vous êtes obligé de publier des bans pour annoncer un mariage. Et donc, D'accord. si les gens qui veulent s'y opposer, le cas par exemple, quelqu'un qui serait déjà marié, parce que oui, la polygamie n'est pas autorisée. Et là, si quelqu'un découvre dans les bans, c'est déjà arrivé que quelqu'un est déjà marié, effectivement, il peut dire bah non parce que je suis son épouse ou je connais son. Voilà, effectivement, ça c'est pas possible. J'ai une petite spéciale Saint-Valentin, une décision qui a été rendue par les juges. Je vais vous poser la question si vous décidez de partir avec votre nouvelle compagne ou compagnon pour le week-end de la Saint-Valentin et que vous êtes séparés mais pas divorcés. À votre avis, vous pouvez ou vous pouvez pas? Franchement, légalement, franchement, à mon avis, ça va chauffer dans les marmites. Plonge tout. Légalement, je suis pas sûre. Séparation. Si l'un des deux n'est pas d'accord. Si. Ah, moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Hein. Non. Je pense Il que faut ça être passe. discret en tout cas. Il faut partir avec de une voiture loin, de confier, location. Mais c'est pour Partir partir un chacun de jour. son côté, C'est juste hein. pour partir un jour sans retour ou bien en tout free ou en Non, il normal? faut pas le faire. Beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils sont séparés, même si la procédure de divorce n'a pas été au terme, qu'ils peuvent entreprendre une nouvelle vie et partir en week-end de la Saint-Valentin, ce qui était le cas de ce jeune homme. Et la réponse est non. Vous êtes séparés mais pas divorcés. Et si vous n'êtes pas divorcés, vous ne pouvez pas partir puisque ça pourrait être considéré, quand bien même il y a un accord des deux ces personnes qui se séparent, comme une faute dans le cas d'un divorce. Incroyable. Ah ouais. Donc la loi empêche de donner une deuxième chance, une dernière chance avant le divorce. On ne peut pas tenter de sauver les meubles. Non, mais il faut signer, soit il faut signer un accord entre les deux qui se séparent pour dire bah, ok, il n'y a pas de problème, soit il faut passer devant le juge. Et franchement, vous en bouchez des coins. Merci. Est-ce que vous avez le nombre de mariages en EHPAD? Oh, excuse-moi. Non. Sans rigoler, arrête, c'est bon, l'hôtel à la tenue du capitaine Haddock, sans déconner. On dirait qu'elle part sur un chalutier, là, juste après. Non, c'est bon, terminé, merci, fin de l'histoire, je dois... Merci. Vous appellerez C'était très intéressant. C'est intéressant. C'était super, hein, Tiffany. Franchement, merci, voilà. En plus, ça nous a fait du bien de savoir ce qu'on pouvait faire et pas faire. Raymond a pris des C'est notes. vrai, faut dire que Raymond a pris des notes, voilà, donc c'est bien. C'était important cette chronique. C'était une chronique ciblée, comme on dit. Merci à tous. Alors, on va se retrouver dans un instant avec les coups de cœur et les coups de gueule. J'ai un coup de cœur, moi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, ce sera votre dernière de la saison, la semaine prochaine, exactement. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Merci d'être avec nous, il est 1h50, on est en direct. Et c'est Touche pas à mon... Touche pas à mon poste, qui est le premier talk de France. Encore une fois hier, hein, on n'a même pas besoin de donner les chiffres. Je pense que nos amis à côté savent qui est premier, qui est deuxième. Hein. Vous savez, dans une course, quand le mec est devant toi, c'est qu'il est premier. C'est aussi simple que ça. Hein. Merci. Ah, mon coup de cœur du jour. Alors, j'ai un coup de cœur pour Arthur, l'animateur, qui est revenu aujourd'hui dans TV Magazine sur la fermeture de C8. Et franchement, j'ai été énormément touché par les mots d'Arthur. Je vous le dis. Et vraiment, voilà, c'est la classe, ce qu'il a dit, Arthur. Vraiment, je trouve que c'est un formidable gâchis. C'est quand même la première chaîne de la TNT. Tout le monde est focus sur l'arrêt de l'émission de Cyril Hanouna, mais on oublie que 300 personnes vont perdre leur job. Déjà très bien résumé, bravo Arthur. Bravo. Et derrière, il a également parlé de moi. Et parce que bon, les mecs, ils posent toujours des questions. J'ai rarement vu des journalistes qui posaient des questions bienveillantes. Et c'est là où j'aime la réaction d'Arthur, qui a été extraordinaire. Parce que comme là, ils m'ont pas mis la question comme d'habitude, qu'ils font jamais le travail correctement, mais on les aime quand même. Voilà, parce que on m'a envoyé c'est que pensez-vous que Cyril Hanouna opère un revirement idéologique? Mais comment on peut poser une question aussi bête? Non mais franchement, quelle est la bêtise de cette question? Un revirement idéologique? Et je trouve que la réponse d'Arthur, franchement, j'aurais pas fait mieux. Je vous dis la vérité. C'est parce qu'ils ont voulu donc lui faire dire du mal de moi. Le piéger. Forcément, le piéger. Arthur, mais bon, Arthur, voilà, il est bien plus intelligent qu'eux. Depuis quelque temps, nous nous sommes reparlés. Depuis quelque temps, nous nous sommes reparlés avec Cyril. C'est un showman. Il faut comprendre que tout ce qu'il fait, c'est du spectacle. Il est proche des gens, son public l'aime, et je ne pense pas qu'il ait des volontés d'imposer une quelconque idéologie politique. Merci Arthur, vraiment, qui a bien résumé le truc. Bravo à lui. Franchement, merci Arthur. Et d'autant plus, comme on sait les relations qu'on a eues avec Arthur, lui et moi, voilà, et là, je vous le dis, on s'est reparlé avec Arthur longuement depuis quelques temps, et franchement, c'est devenu un ami, je peux le dire. Et vraiment, j'ai trouvé le courage, parce qu'il aurait pu tomber dans le piège, et ça m'a énormément touché, et je voulais lui dire, et franchement, voilà, c'est
ça me fait déjà plaisir qu'on se reparle et ça me fait plaisir également voilà, qu'il ait cloué le bec encore aux gens qui voulaient absolument. Ils auraient adoré qu'ils disent du mal de moi, hein, ça c'est sûr. La question est très tendancieuse quand même. Oui. La question, c'est vraiment. C'est nul, c'est nul. Voilà, donc merci à lui et franchement, voilà, je l'embrasse fort. Et c'est vrai que même vous, je vous sens heureux de voir la réponse d'Arthur. C'est vrai. Hein. Oui, parce que c'est quand même dans un silence assourdissant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris la parole pour défendre la chaîne, peut-être pas vous. Franchement, bravo à lui. Hein. Mais pour défendre la chaîne, pour défendre la liberté d'expression. Ça aurait eu du poids quand même si tous les animateurs de toutes les chaînes s'étaient unis pour dire qu'ils étaient contre, ils étaient scandalisés par la fermeture d'une chaîne où ils auraient pu travailler. Il y en a qui se réjouissent. De deux chaînes. Et ce silence, je trouve c'est incroyable. C'est vraiment. Et alors je suis persuadée, mais vraiment, je pourrais courir nu autour de la Concorde si c'était pas vrai. Ne emmerdez pas avec ça. Je suis persuadée que si par exemple on avait fermé TMC, supprimé Quotidien, vous auriez pris la parole et vous auriez protesté, vous auriez dit que c'était pas bien et j'en suis sûre et certaine. Voilà. Mais Arthur et Gilles, j'ai l'impression que ça vous touche aussi. Énormément. Ouais, moi aussi, vraiment. Mais le fait que vous reparliez, le fait qu'il dise ça, je suis sûr qu'il est très sincère, parce que moi j'ai eu un jour un contentieux avec lui, voilà, et il est sincère, c'est quelqu'un d'entier, donc il le dit avec son cœur. Et c'est ça qui m'a touché. Et j'ai trouvé effectivement, comme vous, que ses phrases étaient ciselées, intelligentes, parfaites. Voilà. Et comme il pèse économiquement aussi, il sait ce que représente l'arrêt d'une chaîne pour les 300 personnes qu'il cite spontanément et leurs familles. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était absolument parfait. Je vais vous dire la vérité, c'est du bon sens ce que dit même. Total. Oui, mais les autres n'en font pas. Mais encore faut-il le dire. Voilà. Ouais, mais non, mais franchement, les mecs, c'est incroyable, hein, parce qu'il aurait pu dire, moi je veux pas parler de ça. Bien sûr, esquiver, mais c'est pas son genre. Et même sa réponse sur la question me concernant, est-ce que c'était quoi la question idéologique? Oui. Est-ce que vous avez opéré un revirement idéologique? N'importe quoi. Sous-entendu, l'imposer aussi. Mais n'importe quoi. Non, mais en plus, il répond, mais pas du bout des lèvres, en fait. Il répond vraiment, et en plus, il vous fait des compliments, il dit ce qu'il pense de vous, et je trouve que c'est plutôt rare. Enfin, franchement. c'est peut-être le seul, même, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, Guillaume. Je trouve que c'est une preuve d'intelligence, parce que je sais que ça a été tendu à des moments entre vous, et le fait de vous défendre là, dans cette situation qui est compliquée pour la chaîne et pour ses collaborateurs, c'est une belle preuve d'intelligence. Et surtout, il connaît le métier. Oui. Y a pas voilà, je pense que c'est un des mecs qui connaît le mieux le métier de tout le PAF. L'écosystème et tout ça. Le système, et il sait qu'il pense bien entendu aux personnes. Voilà. Il a très bien résumé, on a voulu toucher Cyril Hanouna, mais voilà, c'est vraiment... Et on touche 300 personnes, comme il le dit. Ouais. Alors, il y a Gérard Brisviré, qui a réagi, notre directeur des antennes de Canal+, puisque demain, notre recours sera examiné par le Conseil d'État. Au-delà d'un dossier particulièrement robuste, l'intérêt porté par le public pour notre chaîne ne saurait être ignoré, d'autant qu'il s'agit de l'un des critères principaux auxquels se réfère l'Arcom.fr. Enfin, l'Arcom, bien sûr, je suis con. Moi. Jusqu'au bout, nos concitoyens auront publicité notre chaîne et ce partout en France. Merci encore aux 400 collaborateurs, 400. C'est pas 400 collaborateurs de C8 qui chaque jour continuent de faire vivre l'antenne malgré ce contexte. Pour eux et pour vous, nous espérons que le Conseil d'État sera attentif à la profondeur de nos arguments. Voilà, C8 bien entendu leader et TPMP largement leader. Merci mon Gérald. Juste, sachez que moi j'ai pu avoir un vent. Vous savez, il y a un rapporteur. Oui. Vous savez comment ça se passe? Il y a un rapporteur de la République qui étudie le dossier et qui va aller devant le Conseil d'État dire voilà mes conclusions. Oui. Sachez que les conclusions, apparemment, et c'est même pas la chaîne qui me l'a dit, hein, je les suis d'ailleurs. Apparemment, les conclusions du rapporteur sont qu'il voudrait suivre la décision de l'Arcom. Merde. Ah oui. Le rapporteur. C'est un mec qui rapporte. Ok. Voilà. Et globalement, le rapporteur est suivi. Globalement, il est suivi. Très souvent, oui. Globalement, il est suivi. Donc, pour vous dire, on est peut-être à l'aube d'un énorme scandale. Donc, je le dis aux téléspectateurs, on est peut-être à l'aube d'un énorme scandale. Et vraiment, c'est quand même incroyable. Parce que logiquement, le Conseil d'État, demain, doit retoquer la décision de l'Arcom. Tout le monde le dit, on le voit bien, tout le métier le dit, tout le monde le dit. Mais on est peut-être, je vous le dis, à la veille d'un énorme scandale d'État, sachez-le, et on en parlera bien entendu demain. Demain, sachez que c'est à 14h, hein, la décision du Conseil, l'audience. Donc voilà, pour ceux qui n'hésitez pas. Les autres chaînes ne se rendent même pas compte que ça va créer un précédent. C'est-à-dire que l'Arcom pourra désormais, comme c'est dans le cas de C8, prendre des motifs en grande partie complètement abscons, genre par exemple pas assez de direct, c'est quand même le motif le plus débile que j'ai pu entendre. Et ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quelle autre chaîne. Et donc ils ne se rendent pas compte que le simple fait de créer un précédent pour eux devrait être un motif de mobilisation pour ne pas normaliser ce type d'exécution. Le milieu du cinéma non plus ne se rend pas compte. Hein. Je discute avec des gens du cinéma, il y a des trucs qu'ils n'ont pas bien percutés. Hein. Est-ce qu'elle marmonne? Complètement. Elle a raison. Oui, c'est vrai.
C'est marmonné, mais c'est vrai. Merci. Exactement. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, non mais c'est vrai, est-ce que vous pensez que le président a donné est-ce qu'il a eu le Conseil d'État ou pas du tout? Vous pensez pas? Directement, aucune chance. Le message de Gérald Brice-Viret qui dit le dossier. Et c'est vrai que quand on lit le dossier, un dossier robuste, il est plus que robuste, il est incontestable. Les motivations sont ultra légères. Donc si c'est pas technique, c'est politique. Et si la décision de l'Arcom est suivie par le rapporteur et éventuellement par le Conseil d'État, c'est qu'en tout cas, le politique a acquiescé à cette décision. En France, c'est pas possible autrement, Cyril. Vous pouvez pas avoir une décision de cette ampleur sans que le politique, à minima, acquiesce. À maxima, le politique aurait pu décider, je pense pas. Mais il y a un acquiescement du politique qui, moi, me choque. Voilà. Ça veut dire que le politique ne s'est pas opposé à ça. Et là, c'est choquant. C'est très perturbant pour la démocratie. Écoute, on va voir ça demain. Mais oui, peut-être voilà. qu'ils auront un éclair de lucidité. Allez, hier soir... Mais vous avez de l'espoir ou pas? Moi? Ouais. J'ai toujours de l'espoir. Oui, bien sûr, mais c'est quoi votre intuition? Après tout, vous avez beaucoup d'intuition dans votre travail et tout ça. Mon intuition, je vais vous dire la vérité, c'est qu'ils vont être encore plus dans la merde après leur décision qu'avant leur décision. Je pense. Parce que je pense qu'on va gagner à la Cour européenne, c'est sûr, que ça va coûter énormément d'argent aux Français. Parce que je peux vous dire qu'il va y avoir un énorme dédommagement. Ça va être de l'ordre de 500 millions d'euros, à mon avis. Voilà, qu'on va devoir payer. 500 millions t'imagines Je pense, voilà. C'est préjudice. Dédommagement dans ces eaux-là. L'essence, elle a pas fini d'augmenter. Et que, mine de rien, je le dis, Cyril Hanouna sera toujours là pour les faire chier. Donc ça va être vraiment que des... En fait, c'est tout à côté, en fait. Tout à côté. Ça va coûter énormément d'argent français. Le mec qui voulait éliminer, il va être encore, il va aller les faire chier, mais je pense encore plus, parce qu'il va être énervé. Je le connais. Je le connais. Ah oui, c'est un rancunier. Je le connais déjà quand il n'est pas énervé, il est casse-couille, mais quand il est énervé, c'est démultiplié. Donc voilà. Et 3, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il n'en a rien à carrer. Voilà. Et Vincent Bolloré, ça fait des années qu'il fait rayonner la France. Et il va continuer à la faire rayonner. Voilà, je vous le dis. Et qu'il emploie des milliers de personnes. Voilà, donc en fait, ça veut dire c'est que des mauvais choix. Voilà, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est pas une balle dans le pied là, à ce niveau-là. Là, c'est à mon avis, elle est partout la balle. Merci. Non, mais je vous dis non, c'est catastrophique. Mais voilà, je pense que voilà mon sentiment. Okay. Après, peut-être que je me trompe et je ferai un mea culpa, si bien entendu. On a une bonne surprise. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que le public n'est probablement pas au courant, le Conseil d'État, c'est à la fois celui qui doit statuer sur la décision prise par l'Arcom. Les pilotes de l'Arcom, ils sont désignés par le pouvoir politique. Le Conseil d'État, il est à la fois en train de juger ça, mais son boulot au quotidien, c'est d'être conseiller du gouvernement. Et pour prendre sa décision, avant ça, le Conseil d'État, il écoute un rapporteur qui représente le gouvernement. Donc vous allez m'expliquer comment ça peut ne pas être une décision politique. Celle du Conseil d'État, vu comment il fonctionne. Vous vous rendez compte ? Je le répète pour que ce soit le Conseil d'État écoute quasiment tout le temps l'avis d'un représentant du gouvernement qui s'appelle le rapporteur. Comment ça peut ne pas être une décision politique? Vous voyez? Nous, on pense tous que c'est politique. Hein. Mais là, il n'est plus là, l'autre qui a décidé ça, là, Olivier Mess, il n'est plus là. Donc tu peux très bien dire, ça y est, ça c'était lui. Maintenant, lui, il a décidé ça. Nous, on est contre ce qu'il a décidé. Il y en a qui peuvent se dire, c'est une pure connerie. On ne va pas plonger, s'enfoncer dans cette connerie. On le voit bien que c'est une connerie. Les gens le disent, tout est mal fait. Il vient de vous le dire, il continuera à faire de la télé et de la radio. C'est une connerie, on arrête. Mais même si, voilà, quoi qu'il arrive, où que je serai, je vais les faire chier. Voilà, c'est tout. Même sans les faire chier, tu seras là quand même. Oui, même si je suis que sur les réseaux, je vais les faire chier. Même sur les chaînes YouTube, c'est pas... Même si je suis, voilà, exactement. Même si je suis de chez vous, même. Ah, exactement. Vous savez, faire chier, je sais faire. C'est ce que je fais de mieux. Exactement. C'est ce que je fais de mieux. Donc voilà. Sur un chat. Voilà. Raymond qui me connaît bien, il le sait. C'est ce que je fais de mieux. Voilà, je vous le dis. Donc voilà. On parlera de Raphaël Enthoven, d'ailleurs. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec lui comme Arthur. Jamais de la vie. Franchement, jamais de la vie. Parce que Arthur a du talent. Et il a les mains dans le charbon, lui. Ce n'est pas le cas de Raphaël Enthoven. Et Arthur, il a créé des emplois, il a créé des choses. Raphaël Enthoven, à part créer des choses qui nous emmerdent, il n'a rien créé. Ne me branchez pas sur lui parce que je vais le massacrer encore. Arrêtez. Je sais que c'est votre ami, mais... C'est pas mon ami du tout. C'est votre ami. Non, je le connais, mais c'est pas mon ami. Brièvement pour la route. Pour moi, c'est votre ami. Quoi? Brièvement pour la route, un commentaire sur Raphaël Enthoven ce soir? Mais non, ne vous inquiétez pas, il y aura la minute Enthoven tout à l'heure. Ah bon? Ah oui, restez là. Ne vous inquiétez pas, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, il va prendre tous les jours son lot de pétrin. Merci. Allez, hier soir, il y avait Qui veut
être mon associé sur M6. Pas mal de projets sympas. Hier, on commence avec 2 jeunes hommes. Ils viennent pour proposer une alternative aux trottinettes électriques en mode ski. Regardez. On va pas se mentir, je pense qu'on a tous ressenti cette situation, que ce soit en voiture, dans les bouchons ou dans les transports en commun, en se disant « mais qu'est-ce que je fais là ? Quelle galère !» C'est pour cette raison qu'il y a 8 ans, j'ai décidé de lier mes 2 passions, le ski et l'ingénierie, pour créer les premiers skis électriques au monde, avec déjà 6 brevets déposés. Ah oui, il faut pas y aller trop fort. Hein. Ouais, on sent qu'il y a de la patate possible. Hein. On est capable de démontrer que notre vision, elle est partagée par l'écosystème de la micromobilité, qui à lui seul représente plus de 80 millions d'utilisateurs. Et là, je vous ai même pas encore parlé du marché du sport et du loisir. Aujourd'hui, notre produit, il est prêt. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous demander 300 000 € pour 5% de notre société. Alors je les adore, hein, mais 300 000 € pour 5% de la société. Mais les mecs, c'est un truc à se casser la gueule. Beaucoup, hein. J'ai pas compris. C'est fou. J'adore, mais bon. C'est quoi la différence avec une trottinette? Il y a 4 fois plus de chances de crever. 2 fois plus de chances de casser la Il y a 4 roues au lieu de 2. Donc tu vas pas en fait, t'investis pas là. Personne n'investit là. Non. On va crever des roues. En sport, ça peut être intéressant. Mais En sport? pour le sport, ça peut être intéressant si on développe cette partie-là. Mais tu fais quoi comme sport et avec qui tu joues? Il faut des gens avec toi pour acheter ça. Mais non, mais Mais non, mais tu vas skier sur quoi? Ce qu'elle raconte la dame là. Ça n'a rien à voir. moi, je fais ce que je peux pour aider. Hein. Merci. C'est quand même curieux comme truc. Je peux vous demander un service? N'aidez plus. Merci. À me positionner, j'ai du mal à voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une demande colossale. Donc de mon côté, je sors, je vous accompagnerai pas. Moi, j'ai du mal à me dire, je vais gagner de l'argent avec eux dans des délais raisonnables. Donc je vais pas y aller. Il faut beaucoup plus d'argent que ce que vous le pensez. Sinon, vous n'allez pas réussir. C'est pour ça que moi, je passe. On est sur un projet qui est super fun, mais pas assez fun pour moi. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je vais pas vous suivre. Si j'étais vous, je prendrais mes valises et j'irai tout de suite aux États-Unis. Qu'est-ce que vous foutez avant de ça à Montmartre? Ça n'a aucun sens. Oh les gars, moi je fais des vélos. J'aurai jamais la force, donc je vais pas pouvoir vous accompagner. Alors non, puis 300 000, 5%, c'est exagéré, Cyril. La somme était totalement exagérée pour une société comme ça. C'est 6 millions. Voilà. Donc, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Hein, pas... Non, mais... Ouais, ça va, hein. Y a pas le feu au lac. Hein. Non. Merci. Ah, alors là, vous l'avez vu. Hein. Ouais. Apparemment, je pense qu'on va avoir une meuf qui fait des rouges à lèvres. Ouais. Je le sens comme ça. On n'a pas trop compris, mais... J'ai le pif pour ça. C'est dingue. C'est un jour sans fin, en fait. J'ai l'impression que... Alors, moi, j'y vais direct. C'est pas nul, c'est pas nul. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle... Non, mais les mecs, moi, j'y vais pas 8 pour 8% à 200 000. Non, après, ils négocient. Moi, je donne 200 000 pour 80%. Mais ils vont investir. Et s'ils me mettent là-bas, moi... C'est un carnage. C'est un carnage. Je vais te donner 20 balles. Je vais te donner 20 balles, je vais prendre 50%. Non mais ça m'énerve, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est le truc pour masquer la médiocrité des trucs. Quoi. C'est bon, j'ai l'impression d'avoir vu le même truc 15 fois chez Sephora. Non mais là elle parle bien, Guillaume, elle parle super bien. C'est pas mal. Ça veut dire mais toi t'as un rageux. Pas du tout, mais arrêtez. C'est quoi l'intelligence artificielle? Je te dis la vérité, c'est pas l'intelligence artificielle qui te dérange. C'est le rouge à lèvres, t'as eu des problèmes avec les meufs, toutes les meufs t'ont tèche, voilà c'est tout. C'est vrai. Arrête un peu, je sais que t'as le seum, t'as un summer de meuf. Un summer body. T'as un summer de meuf, frère. C'est pour ça. Non, mais ça veut rien dire. C'est quoi l'intelligence artificielle? Polska, s'il vous plaît. Allez là, Polska, Oh, Polska, comment ça va, toi? Bonjour. Hanouna, Cyril. Putain, mais comment ça va, vieille branche? Putain, t'es de retour. Comment tu vas, toi, putain? Ça fait un bail, alors? Bah, je suis là depuis le début, en Qu'est-ce que fait. tu deviens, là? Putain, ça va? J'étais là. Eh, ça va, vieille branche? T'as la patate? T'as la patate? Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi? Bah, on est là, hein. Tu fais toujours un peu de réseaux sociaux? Ouais, toujours un peu. Toujours un peu de téloche, la petite lucarne? Un petit peu. Merci, salut, ça m'a fait plaisir de te voir. J'avais honte, ça fait au moins, je suis sûr, ça fait au moins 20 jours que je l'ai pas vu. J'ai pas compris le projet, en fait. De qui vous parlez? Bah, du rouge à lèvres. Bah, c'est un rouge à lèvres qui s'adapte à votre... Voilà. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Hein. Voilà. L'intelligence artificielle, des fois, ça vous dit, ouais, vous êtes mieux en brun, en chauve, en truc, et pas du tout, en fait. On n'en peut plus de l'IA. Non, mais parce que vous êtes des summers de mecs et de meufs. Pas du tout, c'est l'IA. Vous êtes des summers. On va regarder avec ça tout le temps. Vous êtes des summers, regardez. C'est bon. Mamie. Ça, c'est aller vraiment à la boucherie. Et c'est pour ça que je suis désolé de ne pas vous accompagner. Ah oui, c'est nul.
Personne n'y est allé, moi j'y serais allée, ça veut dire que elle a oublié quelque chose de fondamental, c'est que les filles adorent aller dans des magasins et choisir, jouer, regarder les teintes, s'amuser, tester. Avoir un truc chez toi où tu as 3 teintes seulement et tu mets comme ça, non, il n'y a pas de plaisir à faire ça. Si, c'est dans les restaurants, je pense. Ah non. Allez, on a... Je peux continuer mon coup de gueule sur l'IA? Non. On a continué avec un témoignage touchant d'une jeune femme qui a créé une application. Regardez. La violence touche tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants. La violence, ce n'est pas que des coups. Elle est souvent invisible. Alors j'ai créé Tiers, une application mobile qui sécurise les échanges entre les parents lorsqu'ils se séparent et qu'ils se déchirent. Avec Tiers, fini les insultes et les menaces. Elles sont filtrées. Fini le harcèlement. Bien sûr qu'ils ont un financement. Bah oui, on va regarder. Oui, bah. Ouais, propose de mettre 25 000 € et je vois si un de mes collaborateurs veut bien rejoindre l'aventure, en tout cas pour vous donner un coup de main sur cette mission qui me paraît fondamentale. Moi, je vais vous faire la proposition que vous attendiez, parce que je pense que vous avez la capacité à aller plus loin que ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Vous avez là des propositions qui répondent à vos attentes, donc j'en suis très heureux. Donc je ne vais pas aller faire une contre-offre pour Marc. Je propose simplement, moi, de me joindre à l'offre de Kelly. Donc à toi de nous dire si tu préfères avoir juste une proposition de Marc. Moi, ce que je vous propose, c'est augmenter le montant et rentrer plus de monde pour que vous alliez plus vite. Je vais accepter la proposition d'avoir 4 investisseurs avec moi. Oui, bravo. Bravo, on va vous aider. Félicitations. Allez. J'ai un coup de gueule sur l'IA. Non. Dans le métro, il y avait un animal bien particulier. Regardez, tenu en laisse. Oui, Gilles Verdet, je sais, vous allez voir ça, regardez. Oui. Je crois que c'était Gilles, moi. En fait, apparemment, le propriétaire venait de Pologne. Pour rejoindre la capitale. À pied. Apparemment, oui, il s'appelait Patrick Polska. Ça va. Dites-moi, vous êtes couché à quelle heure hier soir? Un peu tard, c'est vrai. Parce que votre mec n'est pas là en ce moment? Un peu tôt. Vous êtes sorti en boîte? Oui, c'est vrai. Je suis au courant. Vous êtes toujours au courant de tout. C'est grave. Je suis au courant. Elle était en boîte, aujourd'hui elle a fait ses pieds, pour vous dire. Non mais sérieux, vous êtes allé en boîte hier? Oui, je suis allée en boîte, oui. Avec qui? Mais ça se trouve, je voulais pas que ça se sache, je sais pas. Quoi? Ça se trouve, vous voulez pas que ça se sache? Bah ouais. Tout le monde le sait. Hein. Bah ça se trouve, je bloque mon mec de mes stories, vous savez pas. Alors moi déjà, je vous suis pas du tout. Hein. Bah comment vous savez tout alors? Déjà, non mais je vous dis, je suis pas du tout, je suis personne. Parce que vous ne m'intéressez pas. Et deux, j'en ai rien à carrer. Mais c'est, vous savez, en fait, je vous explique. Vous savez, j'ai plein de gens qui m'envoient tout. Oui. Donc j'ai su que vous étiez sortis. On vient de me le dire là. Vous êtes sortis en boîte. Bah oui, bah c'est pas un crime. Ah ouais. Et votre mec, il était où? De quoi? Votre mec, il était où? Bah, il était en Italie, toujours, il joue. En Italie. Oui, voilà. Pointe au Milan AC. Non, il joue au Milan AC. C'est ce qu'il lui a dit. Non, il joue au Milan tassé. Du coup, on vous appelle vers 2-3 heures du matin en disant Cyril, enfin, on vous laisse un message en disant on voit, il y a Polska dans cette boîte de nuit. Bien sûr. Tout le monde sait Comme ça. Vous croyez quoi, les mecs? Vous croyez quoi? Les mecs, les gens sont contents. De vous donner l'information. Bien sûr. Bien sûr. Il y a même un jour un mec qui m'a envoyé putain, il y a Cyril Hanouna au restaurant. J'ai dit mais c'est moi. Allez, Emmanuel Macron. Mais il n'est pas en Inde. Bizarre. Il a fait visiter l'Élysée à la télévision américaine et la décoration fait réagir. Regardez. I want to show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. And this one, he was asked by François Mitterrand for the bicentenary of the French Revolution. But I love the way you combined the classic with the modern. This is the approach. Beautiful. And here was in fact the room of La Pompadour, French designer, Bismuth. And here is a Miro tapestry. Beautiful. What happens if the dogs go on this? No, they don't go. Please. Respect the instructions. No. Oh, c'est immonde. En fait, vous avez demandé à votre mec si vous pouviez sortir. Et il vous a dit oui. Il m'a dit ouais. Il m'a dit un petit oui. Voilà. Je sais. C'est bien ce que je pensais.
Exactement. Là, bravo. Ah tiens, vous avez vu, Michel-Édouard Leclerc a dit qu'il pourrait se tenir prêt pour les Français. Il pourrait se présenter aux élections en 2027. Michel-Édouard Leclerc. Ah, lui aussi. Ça a perdu. Eh ben. Quand il disait qu'il y avait que des clowns, ben voilà. Merci. Celui qui a critiqué Bernard Arnault. Voyez ou pas. Ouais. Alors, il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé la visite d'Emmanuel Macron. C'est un peu surréaliste. C'était quand C'est immonde. C'est très récent, c'est pour CNN. Parce que là, il est pas en Inde, là. Non, le sommet est là. Non, il est reparti en Inde après. Non, mais là, c'est une visite, c'est le 12. Il y a 2 jours. Parce que c'est marqué en haut à gauche. Il y a 2 jours. Voilà, le 12. Voilà. C'était le 12, c'était hier. Diffusé hier. Voilà. Et donc, c'est un journaliste de CNN et c'est un peu surréaliste par les temps qui courent de se déambuler dans l'Élysée, de raconter l'art moderne, le mobilier, Miro. Est-ce que les chiens vont abîmer les tapisseries? Non. Mais le beau, Il répond aux journalistes. Non, mais là, entre nous, il n'y a pas grand-chose à faire parce que. En fait, c'est François Bayrou. Là, aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on était en espèce de cohabitation. Donc aujourd'hui, le président, en période de cohabitation, il n'a qu'une chose à faire, c'est refaire la déco de l'Élysée. Non, mais c'est vrai, il peut aller couper les roses là, dans le jardin de l'Élysée. Il est là pour les inaugurations. Je vous le dis, il était au péage la semaine dernière. La semaine dernière, il était au Louvre. Je crois que la semaine prochaine, j'ai entendu dire qu'il allait au Palais de Tokyo. Voilà, la semaine prochaine, apparemment, j'ai son planning là. Le planning d'Emmanuel Macron, tiens, la semaine prochaine. Allez, lundi, Disneyland Paris pour avoir une nouvelle attraction. La maison des poupées. Voilà, maison des poupées, etc. Mardi, il va voir la mise en place de la foire du trône. Voilà, donc. Il sera à Quoi Boulevard en slip de bain mercredi. C'est vrai, le mec, le pauvre, c'est ça, bah oui. Il a dissous l'Assemblée. Oui, donc forcément, aujourd'hui, il décide de rien. Il est de cordée. Bien sûr. Non, mais il pouvait dire non, il pouvait dire à la télé américaine. Mais tu sais dire non en anglais, toi? Président américain. Tu sais dire non en anglais, toi? Non. J'en ai vu une lettre. Quand je vois le décor de l'Élysée, j'ai un peu peur pour les nouveaux vitraux de Notre-Dame, parce que c'est lui qui les a voulu contemporains. J'ai un peu peur, du coup. Excusez-moi, vous voulez pas aller faire un tour? Non, mais t'as raison. Voilà, il y a les deux vampes, là, elles sont comme une folle. Elles pourraient parler de ce sujet pendant 2 heures. Tu les mets autour d'un kawa, là, les deux, là, c'est parti. Tir de paintball, pneus crevés, voiture brûlée, une guerre en pleine rue entre taxi et VTC, regardez. Il y a le feu au dépôt. Oh putain, ça pète au dépôt. Voilà les gars, voici ce taxi qui se croit, qui se sent permis de tirer avec un flashball à 22h avec son taxi. Il se permet de crever les pneus à des pères de famille, voilà les gars, à des pères de famille. Voilà. C'est des darons. On essaye tous de s'en sortir, c'est des pères de famille. T'as même pas honte. Nous on est dans le dialogue, ça sert à rien de sortir ça. Vas-y, tire. Agression, t'as commencé. Voilà, oui. Oui, c'est la guerre entre taxi et chauffeurs, notamment VTC, Uber, à Moutier, là, et dans la vallée de la Tarentaise, parce que les taxis dénoncent des courses illégales pour des gens qui travaillent sur les plateformes en ligne. Donc du coup, il y a eu 3 VTC incendiés, le préfet s'en mêle, le parquet d'Albertville ouvre une enquête. C'est à côté de chez vous, ça, Isabelle? Quelques semaines avant, il y avait une altercation des chauffeurs Uber qui auraient menacé un conducteur de taxi. Un fusil aurait été sorti. Donc voilà, on le voit derrière vous. Donc il y a une gradation de la violence et les scènes filmées témoignent d'une ultra-violence totalement inhabituelle. Merci. Allez, tout le monde fait ça. Andy Kerbrat, le député interpellé en possession de drogue, témoigne. Vous vous rappelez, il avait acheté de la drogue à un mineur 14 ans. Dans le métro. Quand on tient un champion comme ça, que vous voulez que je vous dise, là, on est tranquille. C'est vrai que là on a vraiment des champions. Alors, c'est la première fois qu'il s'exprime à la télévision. Andy Kerbrat, dans un extrait, je vais vous montrer. Andy Kerbrat raconte l'événement qui a fait qu'il est tombé accro à la drogue. Qu'est-ce qu'on en a à carrer, en fait? Il y a plein de gens qui ont plein de problèmes, qui sont pas accros à la drogue et qui ont énormément de problèmes et qui n'ont pas d'argent et qui sont dans des difficultés extrêmes. Et lui, il va nous faire une interview pour nous faire pleurer. Ah ben non, mais je suis tombé dans la drogue. Ça permet de lever le tabou sur un sujet. Ça lève sur aucun tabou. problème, c'est pour moi, tous les gens qui bossent, non mais c'est bon, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Moi, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Dans les médias, non mais j'en ai rien à foutre de vos conneries, moi, de drogue, tout ça. Les mecs, on veut des gens normaux, nous. Les mecs qui se droguent, il y a plein de gens qui se droguent pas, qui n'ont pas qui n'ont pas de problème et qui ont des problèmes. Non mais c'est bon, c'est bon là. Un lambda, il fait la loi. Non mais on s'en fout là, des mecs. Je vais te dire,
Moi, la priorité en France, c'est pas d'aider les mecs qui se droguent, j'en ai rien à carrer. C'est d'abord d'aider les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui n'ont pas d'argent et qui sont comme des cons le 15 du mois. Donc tes conneries là de il est malade. Pour moi, j'en ai rien à carrer. Il y a des gens qui sont, vraiment malades. Il y a des maladies qu'on choisit et des maladies qu'on choisit pas. Cette maladie, c'est lui qui l'a choisi. Donc arrête de nous casser les couilles. Allez, merci. Stop. Stop. Ne m'énerve pas avec ça parce que c'était l'envie de sniffer, puis après, ça a été l'injection. Andy Kerbrat s'injectait de la 3-MMC dans les veines. Vous faisiez livrer? Ouais. Vous faisiez livrer de la drogue? Même en tant que député? Bien sûr, tout le monde fait ça. Et moi, en fait, c'est une histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Ah oui. Quelle honte de diffuser ça. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle... Alors là, je vous le dis, là, je suis un peu énervé là-dessus parce que pour moi, ça, c'est inadmissible. C'est moi. Il y a tellement de Français en difficulté, qui ont des vraies difficultés. Et on va s'arrêter à un mec qui va nous dire... Alors, le député de la France Insoumise raconte comment la drogue est devenue un réel engrenage. Mais on est en plein dans ce qu'on appelle la culture de l'excuse. Mais parmi les difficultés des Français, il y a aussi la drogue qui gangrène des familles. Oui, c'est sûr. Avec plein de gens modestes qui tuent partout la drogue dans tous les quartiers de France. Oui, mais c'est pas son cas, lui. Oui, mais sauf que dans des familles dites normales, parfois la drogue, elle s'infiltre et les gens, ils sont complètement... C'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Regardez. C'est à côté de la plaque. Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Si. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en commençais. Parce que j'étais mal. Et un engrenage et ça tourne. Et vous aviez conscience de ça, vous, d'être plongé dans cet engrenage? Mais non, sur le moment T, on repousse. Et c'est d'ailleurs tout le problème. C'est à la sortie. Et à la sortie, tout le monde s'est dit « Ah, plus jamais ». La semaine d'après, ça recommence. Non, mais sans rigoler, non mais les mecs. Alors, il y a plein de gens, tout le monde dit que cette interview est honteuse. On va voir un mec, Gilles, tout le monde le dit, je crois. Absolument, j'ai aucune compassion. Moi non plus, aucune. Mais j'ai aucune compassion. Non, et en plus, il y a quand même s'il nie, une enquête pour savoir s'il n'utilisait pas ses frais de mandat. Voilà. Il a reconnu qu'il faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Il s'est servi de l'argent public, de son indemnité, etc. Il nie que ça ait servi à acheter de la drogue. Il a remboursé 25 000 déjà à l'Assemblée, mais quand même, il y a un devoir d'exemplarité quand on est élu de la République. Voilà, donc j'ai aucune compassion. Aucune. On va se retrouver dans un instant avec des gros sujets. Il y a un gros sujet dont je voulais vous parler, notamment Patrick Cohen. Vous avez vu Patrick Cohen qui a parlé du meurtre de la petite Louise, meurtre abject de la petite Louise. Et au lieu de parler du meurtrier, Patrick Cohen cible CNews et Pascal Praud. Voilà, Patrick Cohen, parce que je crois qu'il veut se présenter à la tête de Radio France. Donc il essaie de faire un petit peu campagne. Voilà, à tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous, 20h29, on est en direct. C'est bien sûr Touche pas à mon poste. Vous le savez, ça fait de nombreux jours que l'on parle malheureusement de cette affaire de la petite Louise qui a bouleversé tout le monde ici, toute la France. Tout le monde en parle et aujourd'hui encore, tout le monde s'est offusqué de l'acte barbare de cet abruti. Sauf Patrick Cohen. Alors le journaliste, lui, plutôt que de parler du crime et du meurtrier, il a préféré parler de Pascal Praud et de sa manière d'avoir traité l'info. Moi, j'aime l'honnêteté intellectuelle, j'aime l'émotion de Pascal Praud, j'aime l'intelligence de Pascal Praud, j'aime le fait que Pascal Praud soit avant tout un père de famille, un citoyen français, avant d'être un journaliste excellent. Et Patrick Cohen, pour moi, encore une fois, ça, c'est vraiment les dérives de ces donneurs de leçons qui sont, pour moi, extrêmement dangereux. Mais vraiment extrêmement dangereux. Pour moi, cette personne est dangereuse. Voilà, je le dis, cette personne est dangereuse. Et je préfère 100 fois avoir l'éthique de Pascal Praud que celle de Patrick Cohen. Pascal Praud, au moins, il dit les choses. Il n'a jamais... il a du cœur. Exactement. Non, mais Pascal Praud, moi je parle, c'est un ami, Pascal. Voilà. Et je déteste, vous savez, quand en plus on secoue un peu mes amis. Pascal est vraiment mon ami et il sait comme je l'apprécie, comme je l'admire. Parce qu'il est exceptionnel, Pascal. Et quand j'entends des choses pareilles, alors qu'il vient d'y avoir un drame
et que personne ne relève cette ignominie que vient de faire Patrick Cohen, pour moi, je me dis vraiment, encore une fois, on marche sur la tête. Il avait fait exactement la même chose pour l'affaire Philippines. Je sais, oui, exactement. Regardez. Aucune compassion. C'est news, on vient de l'entendre. Moi, ce qui me rend fou, c'est l'absence vraiment de compassion de Patrick Cohen. C'est vraiment, il fait son billet, il y a tout, il y a les autres à côté. Et alors j'ai vu Kian Kojandi à côté. Hein. Oui. Kian Kojandi en plus, voilà, qui est très. Des beaux programmes sympa. sur Canal+. Ouais, Il y a des super programmes sur exactement. Canal+. Mais les mecs, mais pourquoi ces gens-là vont encore dans ces émissions hein, franchement, alors parce qu'ils refusent d'aller sur CNews, ils refusent d'aller, je sais pas, nous on les a pas invités, voilà. Mais il a un programme sur Canal+. Lui, en plus. Oui. Il est à côté. Non mais je vous dis, et un moment aussi, peut-être qu'il faut un petit peu taper sur la table avec les talents de Canal+. Qu'est-ce que j'imagine qu'il... Moi, quand j'ai un talent, il est financé moi, si j'avais par une Canal. chaîne demain, Oui. j'ai pas un talent qui va faire le Gugus sur France Inter, ou voilà. Mais à un moment, excusez-moi. Ah, et dernière chose d'ailleurs, pour revenir, parce que j'ai vu un article aussi, je vais vous parler d'un article dans un instant, mais franchement, c'est pas honteux ça. Et Pascal Praud, non mais il a que ça à faire que de parler de Pascal Praud, qui est vraiment, en plus je vous le dis, ça n'a rien à voir. C'est comme si un chauffeur de car se comparait à Lewis Hamilton en termes de conduite. Non, mais c'est vrai. Moi, ce qui me choque, c'est que Patrick Cohen est un complotiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une réalité. La violence en France, selon lui, c'est Pascal Praud et CNews qui inventent ça. Mais il devrait regarder un peu la réalité. Déjà, les faits divers sont malheureusement bel et bien réels. Et ensuite, les affaires comme Louise, il y a 30 ou 40 ans, on en aurait parlé pendant 6 mois. Malheureusement, aujourd'hui, chaque semaine, il y a une affaire. Avant, c'était Elias, avant, c'était Philippines, avant, c'était Matisse, etc. Et lui, au lieu, toutes les chaînes info en parlent, et au lieu de constater ça et de constater ce désastre, de jouer sur des mots d'éditoriaux de Pascal Praud qui bosse sur une chaîne info en direct, donc c'est normal qu'il réagisse à l'actualité à chaud, non, il pense que c'est CNews qui invente et que c'est CNews qui est responsable de la montée de la haine en France. Non, mais le problème, c'est que Pascal Praud généralise. C'est là-dessus que j'ai un désaccord avec lui sur le fond. Il y a eu combien de mineurs qui ont été tués en France sur l'année ? Quoi ? 70, dans tout le pays. 70. Non, mais, oui, mais la montée, on ne parle pas de ça. 70. On parle de la montée. On parle de la montée. On s'en fout des chiffres. Ils ont déduit qu'il y a un ensauvagement de la France. Oui, il y a un ensauvagement. Et ce n'est pas vrai. Il a raison. On parle de la montée de la violence. C'est un des rares pays au monde. Thomas Guénolé, allez dans les Hauts-de-Montreuil. C'est honteux de dire ça. C'est honteux de Dans les dire ça. Hauts-de-Montreuil, il y a eu un assassinat. Je suis déconnecté du rêve. Les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Mais Thomas Guénolé nous dit que tout va bien en France. C'est catastrophique. C'est catastrophique qui se passe en France. Thomas Guénolé. 70, c'est ce que vous voulez. C'est une honte de parler comme ça. C'est 70 de trop. Tu sais combien Merci. Va dire à la mère de Philippines, va dire à la mère. Allez, c'est bon. Arrêtez, stop. Il généralise, il allez, devrait c'est pas. bon. Vous savez quoi ? Lui, peut-être, il généralise. Mais vous dites d'énormes bêtises, Thomas Guénolé, et vous électrisez toute la France. Et les agressions de mineurs insupportable. ont doublé. Non, mais on n'a même plus besoin d'en parler parce que je peux pas parler avec quelqu'un comme ça qui est hors sol, qui ne comprend pas la France. C'est moi ici qui vis sur un carré. Mais vous comprenez rien à la France. Vous comprenez rien à la France. Et on peut pas vous reprocher de C'est pas moi qui suis hors sol. Vous êtes une honte comme Patrick Cohen. Tous les gens, je vous le dis, et il y a un moment, je vous le dis, il va falloir quand même remettre les pieds sur terre. Je vous le dis. Et Patrick Cohen, c'est ces bobos de gauche qui donnent des leçons à tout le monde et qui ne sont pas capables de savoir ce qui se passe réellement dans leur pays. Pour moi, il ferait mieux de sortir un petit peu au lieu d'aller faire leur chronique et dans leur radio entre eux. Tiens, j'ai vu un sondage la dernière fois. Vous savez quoi ? J'ai vu un sondage qui est incroyable. France Inter, c'est quand même le service public. J'ai vu un sondage où il disait par rapport aux partis politiques, aux couleurs politiques, les gens qui écoutaient France Inter. Ils votaient comment ? En France, il faut savoir, voilà, à peu près, j'avais vu, c'était 48% de personnes sont plutôt à droite, extrême droite. Au milieu, il y a 20%. Et après, il y a le reste. Voilà, à gauche, extrême gauche, etc. Sachez que c'est énorme. Donc France Inter, qui est une radio du service public, vous savez combien de gens de droite et d'extrême droite écoutent France Inter ? 0. Alors que dans la France entière qui écoute la radio, c'est 48%, ça représente 40%. Vous savez qu'il est une radio de service public. Est-ce que vous savez combien 15%. de personnes de droite et d'extrême droite Moins de écoutent France Inter ? Moins de 6%. Ouais, c'est ça. 6%. Ça veut dire que c'est une radio de service public qui s'adresse donc à une partie des Français, qui est en plus financée par les Français, mais qui dit à la moitié des Français, non, vous, on ne fait pas de radio pour vous. C'est quand même incroyable. Excuse-moi, c'est absolument incroyable. J'ai vu ce sondage tout à l'heure, c'est un ami qui me l'a montré, c'est absolument fou. Voilà, alors qu'Europe 1, alors je vous le dis, c'est plus à droite, mais voilà, il y a aussi, c'est beaucoup plus représenté. 6%
gens de droite et d'extrême droite qui écoutent France Inter. Non mais c'est normal. Absolument incroyable. Je ne vous ai pas demandé de commentaires. Merci. Allez. C'est totalement logique. Je ne vous ai pas demandé de commentaires. Merci. C'est bon. On ne va pas faire des commentaires. Je vais vous présenter Brigitte. Brigitte, elle promène ses pigeons en laisse. J'ai vraiment envie qu'on la voie ce soir. Regardez. Il veut aller par là, mais par là, on ne sait pas marcher, ma chérie. Viens. Alors, je m'appelle Brigitte et je recueille des oiseaux en général, mais plus principalement les pigeons. J'en ai 2. Sinon, je les soigne et puis après, je les remets en liberté. Et ces 2-là n'ont pas voulu partir. Les pigeons, il faut savoir qu'ils ont besoin d'énormément d'exercice physique. Ils font bien 100 km par jour. Donc là, il faut quand même qu'ils se dépensent. Et c'est pour ça que je les promène tous les jours. Tu suis, Luna? Merci. Voilà, il fallait absolument que je vous la présente parce que c'était mon coup de cœur du jour. Bruno Retailleau a été désigné personnalité politique de l'année. Notre ministre de l'Intérieur. C'est plutôt mérité, on ne va pas se mentir. Hein. Il a fait énormément parler de lui, c'est lui qui a fait le plus parler de lui. Il succède à ce palmarès à Yael Braun-Pivet, qu'on embrasse, et Gérard Larcher, qui a été consacré en 2023. Et donc voilà, et Karim Bouamrane est désigné élu local de l'année. Karim Bouamrane de Saint-Ouen, qu'on aime également beaucoup. Voilà, donc c'était homme de gauche, homme de droite. Exactement, un homme de gauche, un homme de droite, mais néanmoins tous les deux talentueux. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce film-là, il y a 13 000 entrées. Ah oui. Il y a un film qui s'appelle Toutes pour une. Je ne savais même pas qu'il était sorti. Ils ont fait Les Trois Mousquetaires, version féministe des Trois Mousquetaires. Ils ont fait 13 000 entrées. On avait parlé. Ça veut dire, même ma mère, demain, elle dit, je vais faire des boulettes, je vais le filmer, elle va faire plus. Non mais c'est rien, voilà, je dis. Et l'UPC, l'Union des producteurs de cinéma, et la SRF, la Société des réalisateurs de films, accusent dans un communiqué C8 d'être responsable de ce flop suite à une campagne de dénigrement. Non mais les mecs. Campagne, on en a parlé. Non mais les mecs, on n'en a même pas parlé. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de votre film là? Non mais qu'est-ce qu'on en a à carrer de votre daube là, les mecs? Ça fait 13 000 entrées. C'est un coup de cœur de Gilles. Bon, tu mets. Non mais écoute-moi. C'est un coup de cœur de Gilles Verdez, même lui il a pas vu. Et son coup de cœur il a pas vu. Non mais écoute-moi bien. Non mais attends, arrêtez. Tu mets Daniel en slip en train de faire des joncs dans mon jardin, elle fait plus. Non mais sans déconner. Mais arrêtez les mecs. Mais c'est vrai. Et ils viennent dire que c'est de notre faute. Non mais écoutez, déjà on a parlé de vous une fois. Mais les mecs, c'est c'est juste que c'était de la merde. Excusez-moi, voilà, je préfère répondre donc à l'UPC, l'Union des producteurs de cinéma, et la SAREF, la société de... On a un pouvoir. C'est la SAREF. Ils sont ZEREF, en fait, ils sont tout le temps ZEREF. Donc ils accusent des émissions de télévision et de radio. C8 et RMC, donc ils ont mis nos potes d'RMC aussi, ont ciblé le film au cours de pseudo-débats qui ont dénoncé le projet sans nuance ni contradicteur. Mais les mecs... mauvaise foi, mais c'est incroyable. Non mais le film, voilà... Le film, c'était pas bon le film. On a encore le droit de faire des débats, non? Bien sûr. Non mais c'est bon. Mais les mecs, 13 000 entrées. Quand tu ferais 13 000 entrées, tu restes chez toi, tu regardes Raphaël Enthoven, qui dit des conneries, t'arrêtes d'emmerder le monde. Voilà, non mais je vous dis. Voilà, vous savez quoi? Ils ont fait le même nombre de téléspectateurs que va faire Raphaël Enthoven. 13 000, parce qu'il fera pas plus. La vérité, je vous le dis, il fera pas plus. Donc voilà, c'est le même style. Patrick Cohen, ceux-là, les Raphaël Perracé, là, je sais pas quoi. Raphaël Enthoven, tout ça, c'est la même bande qui pourrissent la France. Mais je vous le jure, c'est une minorité qui emmerde une majorité. Ils font chier tout le monde, mais personne ne les connaît. C'est vrai, parce que tu vas dans la rue, Patrick Cohen, il pense que, je sais pas, Patrick Cohen, il pense que je sais même pas qui c'est. Il n'y a pas un mec, Patrick Cohen, tu vois pas tout de suite la tête de Patrick Cohen. Va dans la rue, tu vas voir. D'abord, Raphaël Enthoven, on n'en parle même pas. Ils vont penser que c'est un nom de piano. Voilà. Et eux, la ZRF et l'UPC, là, on ne sait même pas qui c'est. On n'avait jamais entendu parler d'eux. Mais ils viennent faire chier le monde. Les mecs, ils font un film, une banane flambée. Non mais c'est une banane flambée le film, ils viennent dire que c'est de notre faute. On décide même des entrées au cinéma. Non mais les mecs, on est responsable de tout, même du réchauffement climatique. Mais les mecs, les mecs, travaillez. Nous on fait 2,5 millions tous les soirs, on est premier talk de France, on bosse. Regarde, j'ai des fiches, j'ai des trucs, j'ai des stylos bics, j'ai des trucs. Ça fait sérieux. Non mais c'est vrai les mecs, on est sérieux, ici on est une maison sérieuse. On vient pas la gueule en biais. Non mais c'est vrai, on vient pas la gueule en biais, la gueule en farinée. Et on va faire un film avec 3 mousquetaires, une version féministe des 3 mousquetaires. Non mais les mecs. Sans rigoler. Mais là où c'est de mauvaise foi. Les mecs, regardez, on a des gueules d'Athos Portos, nous, et Aramis. Franchement, c'est bon, merci. Non, mais sans déconner. Aramis, on a dit non, mais franchement. Il y a D'Artagnan, là. Non, mais pas D'Artagnan, lui.
D'Artagnan, lui, merci. On a la version week-end de D'Artagnan. Bon, merci. Donc voilà, donc on les embrasse en tout cas. 10 millions de budget quand même. C'est bon, 10 millions de budget. Ça, tu les prends, tu les. Ça, et je rappelle que vous avez défendu Patrick Cohen l'autre jour quand il est attaqué par des gens de façon anonyme. Vous avez dit c'est dégueulasse de faire ça. Donc vous ne l'avez pas flingué pour le flinguer. Exactement. Merci la Panthère Rose. 10 millions de budget. Tout de suite. Ouais, tout de suite. 20h49. Tiens, j'ai un ami que vous connu du grand public, qui est un des plus grands entraîneurs de France et du monde. C'est pas Didier. Et de Navarre. Un autre, un monstre. Giroud. Qui me met 70 mineurs tués, c'est plus de 1 par semaine. C'est énorme, il a pas raison. Il a raison, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait. Par contre, 70 mineurs tués. C'est la manière qui sont. Voilà, merci. Je ne dirai pas ce qu'il a dit après sur Thomas Guénolé parce que ça va le fâcher. Merci, mais comme je le pense là. Merci. Bonsoir, Biglaoui. Bonsoir Cyril. Bonsoir Amaury Bucco. Comment il va mon Amaury? Très bien. J'adore. Il est toujours habillé comme mon prof d'histoire, j'aime bien. Peut-être qu'un jour je deviendrai prof d'histoire. Mais ça lui va bien. Attention, il est très beau Amaury. Faut vous dire, je l'ai vu la dernière fois, mais je l'ai vu là, même là. Voilà. Biglaoui, qu'est-ce que vous voulez? Interrogez-moi. À côté, allez-y, je fais Kenji Girac. Oui. Vous êtes au courant? Non. Demain, c'est un événement. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un duo avec Andrea Bocelli. C'est ça? Comment? Kenji Girac. Et Andrea Bocelli? Avec Bocelli, oui, bien sûr. Vous savez la chanson Vivo per lei avec Hélène Ségara en 1997? Eh bien, demain, pour la Saint-Valentin, on ne peut pas l'écouter ce soir. Je vis pour le lait. Ouais. Et ça sort demain, Je vis pour elle. Ça sort demain en exclusivité pour la Saint-Valentin, ce duo qui, à mon avis, est exceptionnel. Putain, fort. Pour ceux qui l'ont déjà entendu. Fort. Donc il faut attendre minuit ce soir pour écouter ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Kenji. Mon réveil. Merci. C'est vrai, oui, mais j'adore Kenji. Vous savez. Fan absolu de Kenji, je l'adore. Fort, bravo. C'est ça votre... Ça, c'est pas mal. Il y a d'autres. Michael Schumacher. Alors, Michael Schumacher, oui, alors parce que vous savez qu'il y avait une procédure qui était en cours depuis déjà quelques mois, quelques années. L'ex-garde du corps, vous savez, un certain Yilmaz T, il a été condamné aujourd'hui, finalement, à 3 ans de prison ferme en Allemagne. Pour quel motif? Pour avoir fait, en fait, chanter la famille de Schumacher. Il avait récupéré des photos, en fait, et il négociait avec la famille, il menaçait de les publier, de dévoiler publiquement ces photos avant et après, pendant et après l'accident qu'il avait eu au ski, souvenez-vous, c'était en décembre 2013 à Méribel. Et il menaçait la famille. Et il y avait des complices, évidemment, entre son fils, etc. Tout ça, et un agent de sécurité également. Bref, tout le monde s'est fait prendre la main dans le sac. Le procès, c'était aujourd'hui. Condamnation, donc, pour le fameux l'ex-garde du corps à, je vous l'ai dit, à 3 ans. Oui. 3 ans ferme. 3 ans ferme. Après aussi, il y a eu son fils Daniel qui a condamné, lui, à 6 mois. Bravo. Et puis, et son agent de sécurité à 2 ans, avec sursis aussi. Merci. Donc voilà, on est soulagé parce que ça arrive souvent aux personnalités, ça, ce genre de choses. Hein. Il y a des complicités intérieures dans le personnel, souvent proches. Merci. Gilles, incroyable. Il y a encore une arnaque qui concerne ma personne, donc moi-même, et Emmanuel Macron. J'ai vu. Elle est folle. Une arnaque entre Emmanuel Macron et moi. Oui, donc vous êtes les 2 victimes. Donc ce sont des faux articles avec des liens frauduleux qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors c'est une pseudo-interview sur Europe 1 entre vous et Emmanuel Macron. Et sur l'attirail du faux article que l'on voit là, on peut lire « Scandale majeur, Cyril Hanouna regrette d'avoir accusé Emmanuel Macron de mensonges et de comportements irresponsables ». Alors vous voyez que les arnaqueurs utilisent le logo, la charte graphique du Monde. Donc ça paraît crédible. Quand on examine, on se dit, bon, sous les photos, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de signature du journaliste, ça paraît un montage, mais c'est très bien fait. Et ils évoquent une discussion animée entre vous et le président, et vous l'accusez de mensonge. Ils expliquent que l'enregistrement était suspendu, retiré de l'antenne, mais eux disent « nous avons quand même pu avoir ces enregistrements ». Et dans les enregistrements, l'épargne des Français est évoquée, le pouvoir d'achat et plein de nouveaux outils pour accéder à un niveau de richesse. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est pour que les gens s'inscrivent sur une plateforme, je cite le nom parce qu'il faut faire très attention, CryptoBank Capex 2.0, pour doubler ses investissements. Ils écrivent que si on gagne 2500 par mois, on peut en avoir 30 000 de plus
en lisant cette interview où Emmanuel Macron donne les outils pour s'inscrire. Alors il enchaîne, il dit oui, c'est Bill Gates qui a créé la plateforme, je l'ai rencontré pour en apprendre davantage, donc il met Bill Gates à l'arnaque. Donc ça paraît très crédible. Et à la fin, on dit que vous avez gagné 47 € en 20 minutes. Alors les gens se disent, je vais multiplier mes gains, et ça se termine par un formulaire pour s'inscrire à la plateforme CryptoBank Capex 2.0. Donc surtout, ne pas lire ça. Elle est là, la plateforme, ne pas cliquer sur le lien, n'y allez pas. Cyril Hanouna n'a pas interviewé Emmanuel Macron sur ces thèmes-là, et vous n'avez jamais gagné de l'argent. Vous êtes complètement étranger à ça, mais c'est très dangereux. Et figurez-vous qu'en cliquant sur n'importe quoi, par exemple, j'ai cliqué sur entreprise de nettoyage à Manchester en Angleterre, boum, le lien amène à l'arnaque. C'est-à-dire qu'elle est partout dans le monde. Donc plein de gens peuvent se faire arnaquer. Il faut faire très attention. Évidemment, vous et le président n'y êtes strictement pour rien. Incroyable, cette histoire. Bonsoir. Le léger, Florent Pagny, si vous voulez. Oui, merci. Alors, Florent Pagny, qui est né à Chalon-sur-Saône, comme chacun le sait, et il vient d'acheter un château fort du XIe siècle. Eh oui, c'est frais de cette semaine, dans la région, donc son enfance. Ça s'appelle la ferme du Fossé, et c'est à Échevannes. C'est un village de 300 habitants, c'est classé monument historique. Donc il commence ses travaux la semaine prochaine. Il a pris l'architecte de Cadmerade, qui lui a acheté aussi une propriété en Bourgogne, et il commence les travaux dans son château fort pour le restaurer et l'habiter probablement. C'est une bonne nouvelle, ça. Bien. C'est bien. Pour lui, Il a toujours été fasciné par les châteaux forts dans son enfance. C'est une bonne nouvelle. Ah ben voilà, ça vous fait de l'effet. Pas la photo du chat. Si on avait la photo. moi, vous savez, je suis comme aux États-Unis. Ouais. Quand on parle de quelqu'un, je vous jure que c'est vrai. Je veux toujours savoir, vous savez, aux États-Unis, quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit pas comment vas-tu ou qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ils vous disent combien tu vaux, combien tu gagnes. C'est vrai que c'est vrai. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que vous me parlez de quelqu'un, je me dis quelle est la fortune, le patrimoine que pour avoir Cadmerade, que pour avoir Florent Pagny. À chaque fois, je me pose ces questions. En fait. Mais ils ont tous 20 ou 35 ans de carrière pour certains. Je fais toujours le calcul dans ma tête. Et vous pensez que les gens se posent la question pour vous ou pas? Non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Non, mais c'est vrai. Je me suis toujours posé la question. Enfin, c'est vrai, combien. Des fois, je fais des calculs comme ça. Sur des acteurs. Je me dis, attendez, il a fait combien? Il a fait donc 2 films par an. Je fais sur 20 ans. Les producteurs. Voilà, exactement. Voilà, mais on les voit surtout très jeunes, toujours, tout le temps. Mais le temps avance et on ne s'aperçoit pas que finalement, ils font tous des carrières de 25, 30, 40 ans. Alors qu'ils ont gardé souvent une jeunesse dans le visage, tous ces grands acteurs. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Un peu quand même. J'ai le même truc que toi, mais avec les footballeurs, souvent. Ah ouais, combien ils pèsent? Je me dis, lui, il a touché tant pendant ce club-là, pendant 10 ans. Mais les footballeurs, non, parce que je sais à peu près. Ouais, c'est public. C'est public. Les footballeurs, on arrive à savoir. Sur les acteurs, mystérieux, les acteurs. Les acteurs, les chanteurs, tu sais pas trop. C'est pas. Bah, bien sûr. Voilà, vous savez, vous? Non. Merci. Le contraire m'aurait étonné. Merci en tout cas, Fabien. Je ne suis pas spécialiste du football, vous le savez. M'en parler des acteurs. C'est pas possible. Lenny Kravitz, vous voulez des nouvelles? Qu'est-ce qu'il veut, Lenny? Alors, Lenny Kravitz, c'est sa fille Zoé qui a donné une interview. Elle a parlé de son père. Il a 60 ans cette année, Lenny. Et lui, elle dit que son père ne porte que des chemises qui montrent ses tétons. C'est-à-dire, c'est souvent des chemises transparentes. Avec tétons apparents. En maille, oui, c'est ça, voilà. Soit en résille, souvent il met des vestes sans chemise dessous. Mais sans pantalon. Et d'ailleurs, le pantalon, moi j'ai partagé une loge un jour avec Lenny Kravitz, le 22 mai 2009. À Cannes. Ah ouais. J'avais fait venir mon copain Patrick Juvet à l'anniversaire de Christian Audigier. Quand il est arrivé, il n'a pas dit où sont les femmes? Non. Et on nous a mis dans la même loge avec Lenny Kravitz. Et effectivement, quand il a mis son costume de scène, il n'y a pas de sous-vêtements. Si vous voulez, il met directement sur son jouet. Son slip. Et arrêtez, en fait... je déteste l'expression sur son jouet, c'est nul. Oui c'est insupportable. Il est insupportable à dire ça. D'accord. Et alors, il nous avait montré justement à Patrick Juvet et à moi, il nous avait montré son piercing, ce qu'on appelle, quand on l'a directement sur la verge, c'est un... Le sexe, vous auriez pu dire non, mais la verge. Non, mais c'est pas un gros mot. Enfin, attendez, quoi, quand même? Ouais. Si vous voulez. Bon, si vous voulez. Et donc, dans la loge, il nous avait sorti son zboob, si vous voulez. Et donc, il avait son prince Albert. Ça s'appelle un prince Albert. Quand on se perce le zboob. Le zboob. Le bout du zboob. Mais l'extrémité, pas le... Non, le bout du zboob, voilà. Bien sûr. Et donc, je me souviens, Patrick Juvet avait été extrêmement choqué de ça.
Ah ouais. Parce qu'il lui avait sorti son outil et puis a sorti un truc. Son sboom. Voilà. Heureusement que vous n'avez pas sorti vos sbooms. Voilà. Ils auraient cru qu'il y avait des airbags. Voilà les rapports que j'ai eus avec Lenny Kravitz. Ouais, bah, ça a l'air sympa. D'autres choses? Oui, alors comme demain, ça vous a pas échappé, c'est la Saint-Valentin. Alors justement, petit tour rapide. Saint-Valentin, vous allez être avec qui? Rapide. Alors vous voulez? Non mais vous. Non, mais toi. Moi, Saint-Valentin demain? Rien, oui. Bon, vous allez faire quoi? Ben, je suis avec une personne demain soir. Donc, vous êtes en main? Vous n'êtes pas en pied? En pied? Non, il comprend rien, merci. Qui est, vous avec votre femme? Avec ma femme, que j'aime. Avec mon amoureux. Vous? Devant la télé. Bah, vous? Mon mari et mes chats. Vous? Avec mon amoureuse. Oh, vous? Avec personne. Vous? Ma femme. Vous? Avec ma mère. Très bien. Blacky. Hein? Blacky. C'est mon chien. Et vous? Et vous? Mais vous? Et moi, je suis en moi, Devant rien. la télé. J'ai rien de prévu. On peut s'inscrire? Ah, je suis célibataire. Ouais. Ah ouais, voilà. Vous allez bosser comme Et ça. pas de cadeau, quoi. Donc, Pas de cadeau. vous avez 24 heures. Hein. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. On va faire des économies. Je me demande si je vais pas. Jean-Mi, tu sais quoi? Je me demande si on va pas faire la Saint-Valentin. Ah bah ça me ferait très Sans plaisir. rigoler, ça peut être marrant. Ah, Eh oui. ben vas-y, c'est fait, on fait ça. Ah d'accord. Allez, vas-y. Alors, voilà. Je fais la Saint-Valentin avec Jean-Michel Maire. Voilà, on vous enverra des photos. Et pas avec Raymond. Je vais avec vous. Ah La fine équipe. Maman, tu vas être toute seule, j'ai un truc demain soir. Allez, d'autres. Alors oui, mon cher. Alors pour la Saint-Valentin, alors c'est selon une source Paris Match, parce qu'il y a un très bon papier dans Paris Match, c'est l'explosion cette année des ventes de sextoys. Cette année particulièrement et cette semaine. Et depuis une semaine, c'est plus 30% les sextoys, il faut le savoir. Ah oui, pendant la... Et beaucoup de stars d'ailleurs, que ce soit Gwyneth Paltrow par exemple, elle s'est exprimée, a mis les 100 cadeaux qu'on offre régulièrement à son amoureux ou son amoureuse. Donc elle a fait une liste comme ça. Dedans, elle a mis bien sûr le sextoy. Elle sort cette année une gamme de sextoy en pendentif. Donc voilà. Et sinon... Oui. Je suis avec vous demain, un truc. Il y a plein de gens qui veulent être avec nous demain. Ça y est, c'est une table de 10 demain. Ah, là, demain, on devait pas être Jean-Michel et moi, on va se retrouver à 45. Voilà, ça va. Alors Cyril, sinon, les cadeaux, vous n'avez pas de cadeaux à offrir demain, vous? Bah non. Bon. Pas pour le moment, peut-être. Alors, mais les mecs, ça va pas se décompter en 24 heures. Hein. Vous avez tout à matinée pour faire des cadeaux. Dans les 5 ça va pas cadeaux, se décompter en 24 heures. il y a 5 cadeaux qu'on offre le plus cette semaine. C'est en tête dans tous les grands magasins, grandes surfaces, vente par correspondance, c'est en tête. J'ai tout vérifié avant de venir. Le numéro 5, c'est un stimulateur orgasmique. Ah non, mais c'est pas... Non, mais j'y peux rien, c'est dans les cadeaux. J'y peux rien. Le numéro 4, c'est un oreiller cunéiforme. Alors, l'oreiller cunéiforme, il n'y a pas forcément un truc sexuel au milieu. C'est quand on soulage les lombaires. Ça peut être au bureau, ça peut être chez soi. Il y a d'autres oreillers un peu plus coquins, mais c'est un des cadeaux qui arrive 4e. En 3e position, vous avez le sextoy, 3e position. Il y a fil rouge quand même dans ta coupe. Mais j'y peux rien, c'est la semaine. Saint-Valentin. En 2, il y en a 2 à égalité, c'est la lingerie et les bijoux. 2e place, lingerie et bijoux. Et la première place, les fleurs. Vous êtes donc venu nous dire que les fleurs, ce sont les trucs les plus offerts pour la Saint-Valentin. Et oui, bien sûr. Donc on a mis 25 minutes pour faire ça. Notre gueule. Quand t'as des gars qui t'amènent des infos comme ça, je peux te dire que t'es tranquille. Hein. Ah non, franchement, bravo. Hein. Alors, voilà, il a fait un truc et tout, le gars. Ah ouais, putain, fort. Et la source. La source Bigard. Allez, on va passer à cette histoire. 360 000 € et un déménagement en Nouvelle-Zélande. Elle se fait arnaquer par un faux acteur, encore une fois. Et oui, vous vous souvenez de l'arnaque au faux Brad Pitt. Oui. Ben là, c'est une Américaine de 47 ans. Alors, elle se fait appeler Léa. C'est pas son vrai prénom. Et elle s'est fait escroquer effectivement 360 000 € par un homme. Alors, il se faisait passer pour l'acteur de Grey's Anatomy qui s'appelle Martin Henderson. Un néo-zélandais. C'est Henderson. Donc, elle explique qu'un jour, elle est fan de cette série. Et elle pense qu'elle parle avec l'acteur de Grey's Anatomy. Absolument. Martin Henderson. Martin Henderson. Elle reçoit un message de lui sur les réseaux. Et il lui dit, via son agent, j'ai adoré vos commentaires. Est-ce qu'on peut entrer en contact l'un avec l'autre? Après, il y a une fanpage de la série qui vient vers elle. Et tout de suite, elle dit, on s'entend très bien. On parle de nos plats préférés, on parle de nos intérêts communs.
Alors, à un moment, il lui réclame un peu d'argent parce qu'il doit voyager en jet privé ou il doit sortir de prison, il a des soucis, etc. Mais elle dit, il va quitter le monde du cinéma, on va vivre une vie tranquille en Nouvelle-Zélande. Il lui dit, on va se marier, on aura 3 enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en décembre dernier? Elle déménage en Nouvelle-Zélande. Et elle arrive à l'aéroport d'Auckland. Le 31 janvier, elle est à Auckland. Elle l'attend. Et à ce moment-là, il y a un agent qui appelle et qui lui dit, il ne viendra pas, il a fait une crise cardiaque. Il a été emmené en urgence à l'hôpital en Afrique du Sud. Et il y a un ami de cette dame, de Léa, qui lui envoie une photo et on voit l'acteur, Martin Henderson, en train de faire du vélo en Nouvelle-Zélande. Ce serait pas Martin Henderson? Absolument. Donc là, elle comprend qu'elle s'est fait arnaquer et elle fait des commentaires en disant « J'étais en plein divorce, ma mère a fait un AVC, on a découvert Parkinson chez mon père, donc j'ai craqué, j'y ai cru, mais c'était faux. » Voilà. Merci Gilles. 360 000 euros. Merci Gilles. Elias aurait eu 15 ans demain. Les parents du jeune homme tué pour son téléphone sortent du silence. Je voudrais dire bravo à ses parents pour cette lettre incroyable. Vraiment, voilà, je suis avec eux de tout cœur. Et franchement, c'est incroyable ce qu'on apprend dans cette lettre à Amaury. Alors on apprend plusieurs choses. D'abord, ils veulent revenir sur le côté factuel de l'affaire et corriger des choses qui ont été dites dans les médias. D'abord, c'est qu'Elias n'aurait pas refusé de donner son téléphone. Il l'aurait cédé et aurait quand même pris le fameux coup mortel, ce qui, bien sûr, ajoute à la gratuité de l'acte et donc à sa sauvagerie. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que ce coup mortel n'aurait pas été porté avec un couteau, mais avec une machette. En l'occurrence, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien, une machette coupe-coupe, comme pour débroussailler dans la forêt, dans la jungle, ce que vous voulez, que le mis en cause de 17 ans avait acheté un peu plus tôt sur Internet et dont la lame dépassait les 40 cm. C'est vous dire c'était vraiment une arme redoutable. D'ailleurs, lui-même l'appelait la zombie. Alors peut-être en référence à des films qu'il a vus sur les zombies. Et donc, si vous voulez, pour les parents d'Elias, à la fois l'arme utilisée, 40 cm, et le coup porté, ne laissait aucune chance à son fils qui a donc été touché mortellement. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, factuelle, pour revenir sur l'affaire. Ensuite, les parents d'Elias, dans un deuxième temps, demandent des comptes à la fois aux responsables politiques, mais aussi à la justice. Et d'abord, il déroule un certain nombre de questions. On ne va pas toutes les lire parce qu'elles sont très longues, mais je vais vous lire la première, où on sent vraiment qu'ils ne comprennent pas comment ce drame a pu arriver. C'est comment 2 adolescents armés, disent-ils, interdits de contact entre eux par la justice, défavorablement connus de la service de police et de la justice pour des faits similaires, ont-ils pu, en toute impunité, poursuivre leur exaction cette nuit-là. Et au-delà, j'allais dire, de ces questionnements, ils demandent des réponses fermes. Ils disent, voilà, il ne faut pas que la mort d'Elias ne serve à rien, il faut en tirer des conclusions. Et là, je vais vous citer quelques phrases. Elias n'est pas un simple fait divers. Elias est mort en raison d'une impunité. La mort d'Elias démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. Bravo. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Et il y a aussi une phrase assez touchante dans cette lettre, c'est « Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite ». Ah, bien sûr. Alors, si je puis me permettre aussi, Cyril, il y a un article du Parisien qui est très intéressant. On apprend les premières auditions des 2 mises en cause de 17 et 16 ans, ce qu'ils ont dit devant la police. Et c'est assez stupéfiant de légèreté, de manque d'empathie. De débile. Voilà, celui qui a porté le coup mortel, il dit « J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. » Alors évidemment, on parle d'une lame de 40 cm. Donc, ensuite, il dit « J'enlève ma lame et je la regarde en mode je bouge pas, je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe et commence à trembler. » Et alors là, ce qui est lunaire, c'est que le complice, à ce moment-là, a demandé à Elias ses codes de téléphone qui venaient de lui voler. Donc Elias commence à agoniser puisque son artère est touchée. Et eux, ils sont là en train de lui demander le code de son téléphone. Ensuite, le mis en cause rentre chez lui, filme les secours qui arrivent sur place et il envoie un SMS, un message sur Snapchat à son ami, à son complice. Il dit « Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie ». Et dernier élément, ce qu'on apprend très intéressant, c'est qu'on savait qu'ils avaient un passif assez lourd, mais l'un des deux, par exemple, est connu
connu pour une bonne quinzaine d'affaires et lui-même dit à la police qu'il avait 1 à 2 affaires par semaine. Et son complice, pareil, adepte du racket. Et comme il tournait mal, à partir de 2021, sa famille avait décidé de le renvoyer en Afrique dans sa famille d'origine pour le couper de toutes ses relations pendant 1 an. Et malheureusement, il va là-bas, il revient en France, il reprend ses mauvaises habitudes. Allez expliquer ça aux parents, et il y a le drame avec Elias. Allez expliquer ça aux parents d'Elias. Franchement, mais moi, quelle faillite de l'État. Excusez-moi, quelle faillite de l'État. Quelle catastrophe. Vraiment, c'est pour ça que ça me rend fou quand j'entends certaines choses sur ce plateau qui vraiment... sur la sévérité nécessaire, on est d'accord. Je ne l'ai pas demandé d'intervenir, merci. Oui, mais vous avez fait allusion. Oui, mais on n'est pas là pour parler de vous, là. Merci. Okay. C'est bon. Merci en tout cas, Maureen. Incroyable. Le Qatar menace de quitter la France et le PSG, et Dieu sait que je les comprends. Le Qatar, ils font tout pour le Paris Saint-Germain. On a la seule équipe qui est compétitive, voilà, sur sur la scène européenne. Mais on cherche encore des poux dans la tête au président Nasser. C'est la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. On cherche encore des poux dans la tête. Comme je vous dis, hein, c'est dans la même lignée que ce qui se passe ici. Hein, ils veulent en fait tout casser. Ils veulent vraiment que le pays soit tout ce qui est bien, ils veulent le casser. Ça veut dire qu'il n'y a plus de PSG. Voilà. Parce que si le Qatar arrête le PSG, vous allez voir ce qui va se passer en championnat de France et vous allez voir ce qui va se passer pour le foot français. Déjà que c'est catastrophique, mais ils veulent tout nous enlever. Ils veulent nous enlever ils veulent nous enlever tous les loisirs. Hein. La télé, ils veulent l'enlever. Le football, c'est terminé. Les mecs, non mais sans rigoler. Mais je vous dis, hein, ce pays, il y a un énorme problème dans ce pays. Hein. Ce pays, c'est tous les jours catastrophique. Hein. Il y a une urgence. Hein. On ne tiendra pas jusqu'à 2027 hein, comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Là, on ne tiendra pas. Hein. 2027, le prochain qui va arriver, les mecs, ça va être tout sera rasé. Hein. Non, mais c'est catastrophique. On vient d'entendre une histoire catastrophique, là, au niveau sécuritaire. Catastrophique. Vous imaginez les parents d'Elias qui entendent que deux guignols, hein, qui ont commis des méfaits, qui commettent des méfaits toutes les semaines, ont une machette et ils viennent tuer leur fils. Il leur a gâché, il leur a flingué leur vie. Hein, et eux, ils vont être là, ils vont encore. Mais non, mais parce qu'on ne savait pas. Mais les mecs, arrêtez un peu. Les mecs, vous croyez comment ça se passe dans les autres pays? Il faut arrêter. On est des guimauves, arrêtez un peu. On est des guimauves et tout ce que j'entends des politiques, là, c'est des guimauves, excusez-moi. Voilà, tous ceux qu'on entend là, qui sont là, à part Bruno Retailleau, qui tape du poing sur la table. Excusez-moi, c'est des guimauves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Et là, ça continue. Alors, maintenant, là, c'est autre chose. Là, c'est un autre volet. Là, c'est le volet financier. Là, ils veulent mettre donc ils vont chercher des poux dans la tête de Nasser Al-Khalafi, alors que les Qataris en ont assez de tous ces abus. Ils ont dit fausse poursuite judiciaire, chantage, critique quotidienne, blâme pour l'incompétence totale des autres. Tous les problèmes en France sont de leur faute. Chaque fois qu'ils essayent d'aider, c'est apparemment pour du soft power. C'est de l'abus pur et simple, et tout le monde en a assez. Voilà. Ce dossier n'a absolument rien à voir avec Nasser Al-Khalafi, mais comme d'habitude, il sera entraîné dans un processus totalement fallacieux en tant que non célèbre, apparemment responsable de tout et de rien, jusqu'à ce que tout disparaisse tranquillement sans aucune raison dans quelques années. Voilà. Et apparemment, je vous le dis, le Qatar menace de quitter la France et le Paris Saint-Germain. Eh ben, écoutez, on va être bien, donc plus de foot, plus de télé, plus de partis politiques, plus de... Il n'y a plus rien, hein, voilà, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de police, voilà. Donc, et le pays, et tout le monde va bien. Hein. Pour l'instant, on doit faire visiter l'Élysée, les mecs. Il y a des tableaux à l'Élysée qu'on doit faire visiter, puis demain, on doit faire visiter la Joconde. Non, et les mecs, quand je vous dis que ce pays, c'est catastrophique, je vous le dis, c'est catastrophique. C'est honteux. J'ai même pas envie de parler de ça, parce que pour moi, c'est encore un torchon, cette histoire. Voilà. Catastrophique. Et la réaction du Qatar est extrêmement virulente. C'est ils ont raison. La première fois qu'ils disent on va quitter le PSG et BIN. Ils ont raison. Ils ont raison. Rappelons l'état du football français avec son diffuseur fantomatique. Mais bien sûr. Si BIN s'en va aujourd'hui et si le Qatar quitte le PSG et BIN, c'est la fin du football français. Bien sûr. Financièrement, c'est la catastrophe. Heureusement qu'on a des gens comme Nasser El-Khalafi. Je peux vous dire heureusement. Heureusement, et j'embrasse le président, mais ça me rend fou, moi qui le connais bien. Ça me rend dingue. C'est insupportable. Ils veulent casser tous leurs jouets. C'est insupportable. Et voilà. Marco Mouli, en pleine cavale, il dévoile sa vie de fugitif, Marco Mouli. C'est ça, hein, Gilles? Oui, il y a un article dans Paris Match qu'il a rencontré à Tel Aviv. Donc Marco Mouli, il avait été condamné à 3 ans de prison et il a choisi de partir. Alors, selon Paris Match, il passe beaucoup de temps au téléphone, il travaille et il se cache, etc. Alors moi, j'ai eu Marco Mouli aujourd'hui, Cyril, et j'ai quelques infos à vous donner. Très bien. La première info, c'est qu'il va rentrer. Son procès en appel a lieu en mai et il revient
il est en cavale, il est en fuite, mais il revient. La deuxième info, c'est qu'il veut avoir un procès normal. Il a eu un procès là, du parquet national financier et il trouve que c'était mal fait. Il voudrait qu'il y ait une enquête et un juge d'instruction. Et il m'a dit que, vous savez, pour l'arnaque sur la taxe carbone, il a déjà payé 87 millions d'euros d'amende. Déjà, des comptes en Suisse et au Luxembourg ont été saisis. Et il dit, parmi les 11 qui ont été condamnés, je suis l'un des seuls à payer. Donc pourquoi on veut encore me chercher des noises à moi? Chaque jour, il se déplace, il change de ville, il change de lieu, il change de pays. Et Cyril, il a des révélations à faire. Alors, il a des révélations à faire sur une affaire qui concerne Dominique Strauss-Kahn. C'est une affaire d'un fonds financier qui a fait faillite en 2014. Et Marco Mouli dit que Dominique Strauss-Kahn n'y est pour rien, mais que 100 millions d'euros ont été officiellement détournés. Lui, il dit qu'il y a un milliardaire qui, en fait, a volé 150 millions d'euros. Et lui, il veut venir s'expliquer pour ça. Il m'a dit que Dominique Strauss-Kahn voulait revenir en politique et que donc tout le monde voulait le faire tomber avant. Et il veut absolument qu'on enquête sur ce milliardaire qui a dilapidé, caché 150 millions d'euros. Quand il va revenir, il va dire à la justice, voilà, c'est donnant-donnant. Si vous aménagez ma peine, je vous raconte tout ce que je sais sur toutes ces affaires. Incroyable. Voilà. Et il vous rend hommage. Bah, merci. Il vous rend hommage et il m'a dit, c'est une voix parmi d'autres, que l'arrêt potentiel de C8 et de votre émission, où il y a la liberté de parole, était un scandale qui le touchait vraiment au plus profond. Voilà. Bah, merci. Bah, ça nous fait plaisir, en tout cas. Ça nous touche. Et, vraiment. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est encore, bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, ils sont, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand je vous dis que ce pays marche à l'envers, tout le monde qui marche. Alors, on va même pas en parler. On va en parler demain, à Maury, ou après-demain. Oui. Parce que voilà, à Grenoble, une terrible attaque à la grenade fait plus d'une dizaine de victimes. Il y a une grenade qui a été lancée. Vous avez 30 secondes, dites-nous, parce que je vais vous dire après ce que j'en pense. Bah, il y a une quinzaine de blessés. C'est extrêmement grave, notamment des blessés gravement blessés. Il y avait un individu apparemment aussi d'un fusil d'une Kalachnikov. Voilà. Ouais. Et donc la personne est rentrée avec une arme longue, a jeté une grenade, beaucoup de blessés. A priori, ça ne serait pas un attentat terroriste, on serait plutôt sur du banditisme. Il y avait déjà eu des contrôles sur ces bars à Grenoble. Et ce qui est assez hallucinant Éric Piolle, le maire de Grenoble, voilà. Il avait dit un jour, il y a des fusillades partout. Ouais. Bah, ouais. Alors, à l'époque, il avait dit ça. Alors là, il a réagi en disant c'est scandaleux, je soutiens les forces de l'ordre. Mais le même jour, il y avait une interview dans Libé, c'est ça qui est assez dingue, dans laquelle il expliquait, on le critiquait sur la sécurité de sa ville. Il a dit, à vrai dire, je m'en fous un peu. Ouais. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs, car on peut toujours se dire... le même jour dans le journal. Une ville n'est pas assez propre et pas assez sûre. Effectivement, quand on jette une grenade dans un bar, on peut se dire qu'il y a un problème. Quand je vous dis que ce pays, on devient fou dans ce pays, allez, merci à tous tout de suite, Laurent Gérard, sur C8.